Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée au tourbillon médiatique après la diffusion d'une sextape, pour reprendre les mots de Radio France Internationale. Le scandale, dit RFI, met en cause 3 protagonistes, une jeune fille et 2 hommes, dont l'un est un célèbre journaliste sportif. Ce journaliste sportif dévoile qu'à la race est Martin Kamimim, suspecté d'avoir participé aux débats sexuels en groupe organisé dans son propre bureau sous l'œil d'une caméra. Le promoteur de Radio Sport Info, dit le journal de Christophe Bobiokono, est désormais l'une des cibles d'une plainte initiée par sa partenaire, Malika Bayemi. Le quotidien Le Jour apporte d'autres précisions. Il s'agit d'une plainte portée par 7 avocats du collectif FOUS. Maître Dominique Fous et ses acolytes ont déposé une citation directe contre le journaliste. Ils disent avoir choisi cette formule, entre autres, pour donner plus de chance à l'aboutissement sans anicroche de l'instruction judiciaire. Surtout lorsqu'on sait, expliquent les avocats de Malika, qu'une autorité de qui, à minima, le silence était attendu, s'est empressée de prendre fait et cause pour une des personnes poursuivies, suggérant même de façon explicite que pour des faits tels que délivrés à l'opinion, aucune infraction ne pouvait être retenue. Il faut noter que le ministre délégué à la justice avait clairement marqué son soutien à Martin Kamimim avant d'être sommé par sa hiérarchie de retirer sa déclaration, selon certains confrères. Et contrairement à Jean de Dieu Momo, Marie-Thérèse Abenant, on doit à dénoncer avec la dernière énergie ces actes odieux et malsains qui chosifient la jeune fille et en font un objet sexuel dénué de toute valeur. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui a donné un point de presse aux côtés de 2 autres ministres, selon Cameroun Tribune, portait la voix du gouvernement qui dit stop à l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescentes. Une sortie qui a eu le mérite de rabattre le caca au ministre délégué à la justice, mais surtout à clarifier la position du gouvernement et de mettre un terme à la confusion. Par contre, la confusion, la cacophonie, le cafouillage se poursuit aux examens officiels 2021. Ce sont les mots du Tri-Hebdo, l'œil du Sahel, qui parle d'un grand cafouillage au probatoire général dans l'extrême nord. Le quotidien Le Jour, à ce sujet, parle du scandale des épreuves. Pour des raisons encore inconnues, indique le journal d'Aman Mana, l'organisme en charge de l'organisation des examens certificatifs de second cycle francophone se trouve dans l'incapacité de produire à temps des épreuves convenables. Comment en arrive-t-il à un autre scandale au probatoire malgré les multiples alertes et suggestions faites à travers des médias après le scandale au baccalauréat? Et si ces scandales n'étaient finalement que le visage de la malgouvernance scolaire, ou mieux de la malgouvernance tout court? Oui, malgouvernance qui, selon de nombreux observateurs, vient encore de se matérialiser avec le report, pour ne pas dire l'annulation de la publication du rapport d'audit définitif sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Ce rapport est bouclé. Le quotidien Le Messager annonçait des révélations exclusives de la Chambre des comptes. On a appris vendredi que ce document, très attendu par le peuple camerounais, ne sera plus présenté à l'Assemblée nationale. Que cache l'annulation de la publication du rapport d'audit définitif sur la gestion des fonds Covid au Cameroun? La Chambre des comptes perd-elle pied dans cette affaire? Qui veut museler le pouvoir judiciaire? Comment en arrive-t-on à fouler aux pieds de manière aussi flagrante les instructions du chef de l'État? Droit des réponses de ce dimanche 27 juin 2021, c'est aussi la Côte d'Ivoire, notamment les leçons à tirer de la condamnation à perpétuité de Guillaume Soro. Le tout-puissant Premier ministre et ministre de la Défense de Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de Côte d'Ivoire, a été condamné à la peine de prison à perpétuité, révèle France 24. L'ancien chef rebelle et allié de Alassane Dramane Ouattara est condamné pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. La cour d'assises d'Abidjan a également ordonné la confiscation de ses biens ainsi que ceux de ses 19 coprévenus. Ils doivent payer solidairement 1 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Réagissant à cette condamnation de Guillaume Soro, Blé Goudé, qui vient, lui, d'être acquitté en même temps que Laurent Gbagbo à la CPI a lancé, c'est une leçon. Une grande leçon de vie. Tout est dynamique. Toute réalité politique est une denrée périssable. Fin de citation. De quelle leçon parle Blé Goudé? Quelles leçons les gouvernants camerounais peuvent-ils tirer de ces mutations qui interviennent dans l'espace politique ivoirien? Voyons tout cela avec des
invités de droit des réponses de ce dimanche. J'introduis tout d'abord le docteur Fridolin Nke. Bonjour. Bonjour Duval, bonjour à mes millions de fans et au peuple camerounais qui est face à son destin et qui doit se prononcer, qui doit se renflouer d'énergie, d'espérance. Et notre travail en tant que leader d'opinion, en tant que penseur, en tant qu'intellectuel, c'est de raviver cette flamme de l'espoir et d'engager et de forcer le destin. C'est ça que nous avons à faire et non pas à être les larbins des gens qui sont incompétents et incapables de gouverner, qui, ma foi, méritent une seule chose, sur laquelle nous sommes tous unanimes, c'est, puisqu'ils sont incapables de gouverner, de ne plus occuper la terre promise qu'est le Cameroun. Merci Dr Fridolin Nke d'être venu sur ce plateau. Vous avez fait le déplacement de Douala. Vous êtes enseignant et philosophe. J'introduis le professeur Pascal Charlemagne Imesanga Nyamting. Bonjour. Bien, bonjour. Et merci déjà pour cette invitation. Vous savez, au moment où, depuis bientôt 3 mois, je vis un calvaire qui me donne l'impression de rêver. Vous savez, avec cette décision illégale d'un ami politique, le ministre d'État, Jacques Famdongo, qui, contre toute prescription, m'envoie à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, où je suis en complément d'effectif. Je voudrais ici saluer tout le monde et tous les camarades politiques, leur dire que c'est un combat que nous menons pour tenter de revaloriser le renouveau, la rigueur et la moralisation. Et surtout aux téléspectateurs qui nous écoutent ici, je voudrais leur dire toute mon amitié, parce que vous savez, la politique est un jeu qui consiste à récolter parfois ce qu'on a sémé. Et je pense que de mémoire, beaucoup oublient que dans la vie, chacun a son tour, chacun a son destin. Pour reprendre cette expression de François Mitterrand, chacun a sa chance. Alors, vous savez, en politique, lorsqu'on vous donne l'opportunité de montrer ce que vous savez faire, ce n'est pas d'écraser les autres ou donner l'impression que vous êtes tout puissant. C'est pourquoi je suis debout, plus que jamais debout, continuer à me battre avec tous ces Camerounais qui croient qu'un jour, quel que soit le parti, je chute là-dessus, parce qu'il y a les divisions MRC, RDPC et autres. Moi, j'évite ce débat. Je pense que dans tous les partis, il y a de bons Camerounais et de mauvais Camerounais. Malheureusement, on n'a pas toujours l'impression que ce sont de bons Camerounais qui ont été ici cooptés par le président Paul Biya, mon maître politique. Je n'ai pas vraiment l'impression que 38 ans après, ils ont rempli pleinement la feuille de route que leur a donné le président Paul Biya. Professeur Pascal Charlemagne Imesanga Nyamting, vous êtes chef traditionnel, professeur titulaire de l'université, politologue, spécialiste des relations internationales, surtout membre du comité central. Oui, membre titulaire. Membre titulaire du comité central. Permettez-moi, je n'ai pas souvent l'habitude de couper. J'ai dit membre titulaire pour que tous les Camerounais du monde qui pensaient que quand on est du RDPC, on est protégé de l'illégalité. Voilà, je suis membre du comité central, désigné par le chef de l'État, avec état de service, pas ces petits fonctionnaires qui sont au palais et ailleurs, qui s'agitent et qui pensent que par décret, ils peuvent nous écraser. Mais je leur montre à tous les camarades que voilà un militant actif du RDPC qui est maltraité par ses camarades politiques, non seulement du RDPC, mais par mes oncles maternels Betty. Je ne suis pas tribaliste. Mais je tiens à préciser que ce que je vis, ce sont mes oncles Betty et mes camarades politiques qui sont à l'origine de ce calvaire. Permettez que je prenne les autres invités. Maître Roland Dioulou, bonjour. Bonjour Monsieur Duval Fangwa, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple, et je les remercie d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. J'aimerais avoir une pensée particulière pour tous les combattants de la liberté qui se battent au Cameroun et dans la diaspora, afin que notre pays puisse retrouver ses lettres de noblesse. Je pense particulièrement à ceux qui font l'objet actuellement de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et qui depuis plusieurs mois sont
pour des raisons qu'on ignore, retenu dans les liens de nos prisons infectes, aussi bien à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé, que celle de Nebel à Douala, que celle de Bafoussam et d'autres prisons à travers le pays. J'aimerais leur adresser très humblement et très modestement mon salut et mes encouragements confraternels. J'aimerais profiter de l'occasion que vous me donnez pour signaler, et c'est peut-être à la suite du professeur Messanga Nyamding, que la bataille que les Camerounais doivent mener n'est pas une bataille qui dépend d'une chapelle politique. La preuve, c'est que tous les Camerounais, peu importe leur niveau d'implication, parfois dans le régime, peuvent être victimes de ce que nous dénonçons tous. Et comme la roue tourne, l'a dit un leader ivoirien, il faut que ceux qui aujourd'hui sont au cœur du système, ont des positions de pouvoir, pensent qu'ils peuvent écraser l'expression libre de la différence qui fait la richesse, que ceux-là sachent que la roue tourne et que peut-être eux aussi un jour pourraient se retrouver dans les affres de ce que subissent nos près de 130 camarades politiques qui, je le rappelle, ont été capturés et pris en otage pour avoir simplement exprimé une opinion qui, du point de vue du gouvernement, est une opinion dissidente. Maître Roland Diého, avocat au barreau du Cameroun, mais présenté sur ce plateau ce dimanche comme militant politique, il est membre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Edmond Kamgia, bonjour. Bonjour, Duval Fangwa. Vous êtes journaliste, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur le droit de réponse chez Equinox Télévision et pour la deuxième année consécutive, sacré meilleur analyste politique du Cameroun par Afrique-Inform. Tout à fait, Duval Fangwa. Je voudrais d'abord renouveler mes amitiés cordiales et sincères aux millions de téléspectateurs de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Duval Fangwa, je salue également tous les copanélistes et je suis tellement heureux de réaliser que la qualité des participants, des panélistes sur ce plateau nous aidera à avoir un débat très relevé par rapport aux thématiques que nous avons. Mais également, comme vous l'avez dit, je reviens de Yaoundé, où j'ai participé toute la nuit de samedi à une cérémonie de remise des awards, n'est-ce pas, aux hommes et femmes politiques, aux personnalités publiques, des différents secteurs d'activité, de la politique, des médias, qui ont reçu des prix, des awards, organisés par le média en ligne panafricain afriqueinform.com. Et comme vous l'avez dit, Duval Fangwa, c'était la deuxième édition. J'ai gardé mon trophée de meilleur analyste politique du Cameroun. Il y a 2 ans, j'avais été nominé et j'ai remporté il y a 2 ans, à la première édition, le trophée et le diplôme de meilleur analyste politique du Cameroun. Et au cours de cette soirée, j'ai gardé mon trophée. Comme on pourrait dire, le détenteur du trophée a conservé le titre. C'est pour vous dire, aux téléspectateurs, ici à Equinox Télévision, nous nous battons pour rester toujours les meilleurs. Et j'ai ramené en réalité, pas seulement le titre pour la seconde fois de meilleur analyste politique du Cameroun, où j'avais des concurrents très sérieux. Je ne veux pas les citer, vous les connaissez. Mais j'ai également ramené un titre important pour cette émission. Droit de réponse a été non seulement nominé, mais a été élu à l'unanimité par les votants, le collège de nominateurs et par le comité d'organisation. À l'issue des votes, il y avait un huissier qui a d'ailleurs précisé la régularité et la légalité de la procédure de vote. Droit de réponse a été désigné meilleure émission politique de l'année 2020. Félicitations. Autant j'ai été élu meilleur analyste politique de l'année 2020, consultant de l'émission Droit de réponse, qui a été honoré également du titre de meilleure émission politique télévision de l'année 2020. Je voudrais saisir cette occasion pour faire quelques dédicaces et quelques remerciements. D'abord pour mon titre de meilleur analyste
politique, je voudrais le dédier à mon épouse, à mes enfants, pour leur affection. En ce qui concerne le titre de droit de réponse, meilleure émission politique, je tiens à dire une chose qu'on n'a pas l'habitude de dire. On a tendance à ne féliciter et remercier que les personnes visibles sur le plateau. Mais il y a également des hommes de l'ombre qui travaillent pour que cette émission soit une émission de meilleure qualité, des ingénieurs de son, de lumière, la réalisation. Je voudrais dire merci à Eric. Les maquilleuses. Les maquilleuses. Je voudrais dire merci à la maquilleuse Claire qui nous suit. Les balayeurs. Il y a les balayeurs également. Claire et Nathalie, il y a une autre. Oui, il y a Claire et Nathalie qui Nathalie sont toujours présentes, qui s'assurent que nous soyons beaux sur le plateau. Oui. Je voudrais également dire merci à Eric Ouattat qui est derrière la caméra. Sans vous couper, je dis merci. Sans vous couper, Claire, vous avez oublié de me payer le sourcil. Et elles sont patientes parce que chaque fois que je lui dis de me payer le sourcil, elle n'hésite pas, elle me redresse mes sourcils. Très bien, je vais continuer. Je voudrais dire merci à Dallas Chana, je voudrais dire merci à Emos Fongo, je voudrais dire merci à Dipanda, je voudrais dire merci à Marlis Minkounou, tous ceux qui sont derrière, qui travaillent sur la coordination de Mitterrandam. Je le remercie particulièrement parce que c'est lui qui réalise cette émission. Il le fait avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail, beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais également dire merci à tous les votants qui nous ont permis, non seulement nous-mêmes, de garder le titre de meilleur analyste politique du Cameroun, mais également de consacrer Droit de réponse comme la meilleure émission politique télévision au Cameroun. Je voulais chuter par là. Bravo. Je voulais chuter par là, professeur Messana King. De la note de liste. Les bonnes choses, c'est toujours au moment où on s'apprête à chuter. Tout à fait. Droit de réponse ne serait pas ce qu'il est sans un présentateur de qualité, un jeune présentateur qui s'appelle Sédik Moufele. Il n'est pas là aujourd'hui, comme depuis dimanche passé, parce qu'il est en congé. Il nous reviendra très bientôt. Et il m'a demandé de dire merci à tous ceux qui ont voté pour l'émission Droit de réponse. Oui. Merci au collège des nominateurs qui ont nominé Droit de réponse. Merci également au comité d'organisation dirigé par le président Aristide Abouna. Merci à toute son équipe, à tous ceux qui ont fait que la cérémonie d'hier, où 14 catégories ont été non seulement nominées, mais où il y a eu des lauréats parmi 14 catégories, y compris n'est-ce pas, les députés, les hommes politiques, les maires, les émissions, etc. Mais je vais terminer en disant merci à celui sans qui rien n'aurait été possible, c'est-à-dire le PDG, Séverin Tchungu, PDG d'Equinox, d'Equinox Télévision. Très bien, merci Edmond Kamga et félicitations donc à vous. Et ensuite à Droit de réponse, c'est également un travail collectif, vous l'avez indiqué. Tout donc c'est aussi la consécration de la qualité des interventions et sur ce plateau avec des panélistes de choix qui viennent très souvent ce dimanche pour débattre. Allez-y. Oui. Je voudrais dire que il y a également un des acteurs majeurs de cette émission que je dois saluer. C'est l'ensemble des panélistes qui se sont succédés régulièrement au cours de l'année 2020. Et qui, par la qualité de leurs interventions, ont donné de la hauteur. Et je dois dire que certains sont parmi nous sur ce plateau, qui ont été régulièrement là, le professeur Messanga Nyanding, maître Roland Diou et beaucoup d'autres. Et vous remarquerez que nous avons eu 3 catégories de participants sur ce plateau. Les acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition. Nous avons eu la société civile représentée soit par les responsables d'associations, d'ONG ou par les universitaires. Et enfin, il y a le consultant et le présentateur de l'émission. Merci Edmond Kamga et félicitations pour ces lauriers. On revient maintenant sur les thématiques qui ont été annoncées en sommaire. Je voudrais ouvrir avec le docteur Fridolin Nké. Docteur Nké, qu'est-ce qui retient votre attention dans ce qui est désormais appelé l'affaire Martin Kamimim? Est-ce la cause, c'est-à-dire
on va dire ça comment, cette cause qui est attribuée à une sorte d'évitement social, est-ce le déroulement de l'affaire avec notamment la thèse complotiste qui à un moment donné a été développée, ou le dénouement avec finalement l'acte de contrition qui a été présenté par un des protagonistes? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans cette affaire? Bon, je remercie l'équipe et mes co-panélistes. Je voudrais d'abord dire que en ma qualité d'expert du discernement, d'expert en discernement, je ne peux pas faire le déplacement de Yaoundé pour venir parler du sexe. Mais je vais quand même dire que ce qui se passe, je suis obligé d'intervenir parce que ça traduit en fait une absence de principe, de conviction de la plupart des Camerounais, chez la plupart des Camerounais. Dans ces conditions, j'interviens là sur cette affaire simplement parce que, comme le disait en son temps le grand poète Terence, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc j'interviens en ce sens-là. Avant de venir ici, j'ai pris le soin quand même d'appeler. J'ai voulu rentrer en contact avec les personnes concernées, les victimes, la victime, pas les évêques de la débauche, avec la victime. Mais j'ai eu une réponse pas très satisfaisante parce que j'ai contacté l'avocate, maître Fous. Je l'ai eu au téléphone, on s'est donné des rendez-vous. Bon, malheureusement, je crois qu'elle était très prise, mais elle avait déjà quelques appréhensions pour me parler. Parce qu'en fait, je voulais comprendre. Et elle m'a dit quel est le protocole. Et j'ai dit non, je n'avais pas de protocole, j'avais juste une question que je voulais poser aux parents. Et la question que je me pose moi-même, c'est comment peut-on comprendre cela? C'est à ce niveau-là que j'interviens. Et j'interviens, et puisqu'il n'y a pas, je n'ai pas eu de personne, je peux que m'exprimer en fonction de ce que j'ai comme résultat. Comme l'expression, les expressions des intervenants. C'est-à-dire quoi? La personne, la jeune dame, que j'appelle la belle, ce que les évêques de la dépravation, les deux protagonistes, et les autres, les bouffons, le ministre, notamment le ministre Momo et le reste. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est l'expression. Je vois que beaucoup de gens sont attardés sur les images, mais ils n'ont pas écouté ce que cet enfant disait. Et justement, souvenez-vous, lorsque les psychologues et le reste interviennent, ils disent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et cet enfant nous parle, en fait. Elle dit ceci. J'ai envie, dans une courte vidéo de quelques secondes, une minute peut-être, j'ai envie de visiter le royaume de l'enfer avec ta B, on enlève I, on met autre chose, on dit avec ta bête, voilà, bébé. Tu es le plus sexy, j'ai envie de toi. Je ne sais pas, quand j'essaye avec les autres, ça ne marche pas. Tu es le plus chaud, tu es le plus bon, tu es le plus aphrodisiaque. Tels sont les mots de la jeune dame. Et les gens n'ont pas prêté attention à autre chose. Il faut qu'on prête attention à ça. Il y avait la fin, un monsieur à qui elle disait ça, dit, toi-même, tu vois non, le pays est, sûrement il voulait dire le pays est bien. Et c'est la vérité que nous avons là. Et ne sous-estimez pas cet élément. Vous vous attardez sur la belle. Non, cet élément, je l'ai entendu ailleurs. Je l'ai entendu ailleurs parce que rien ne nous garantit, en l'état, je commence par là, en l'état, rien ne nous garantit que on ne sait pas quelle est l'identité de la personne à qui elle parlait. Parce que cette même phrase, on l'a retrouvée dans la bouche de Jean de Dieu Momo, non? Lui, il disait que le pays est bien, tout le monde, il se pavane avec toute... le pays est beau, les gens racontent leur vie. Voilà. Donc c'est la même phrase qu'on retrouve. Je ne fais pas d'allusion. Je veux juste que les gens analysent ce qui se passe. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que voilà ce que l'enfant l'a dit. Cet enfant-là traduit donc une certaine réalité qui est la sienne. On a amené l'enfant, elle a compris en fait que ce monde, comment il est. Elle a compris pas l'action des adultes. Parce que l'enfant, c'est quoi? C'est le monstre, je disais encore ça, c'est le monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Donc, elle rend compte donc de son monde. Et son monde, c'est ce monde de la virilité. Ce monde où le phallus commande à tout le monde. Et ce n'est pas seulement le phallus en tant que l'organe, en tant que la bête, le troisième pied, mais cette prépondérance
d'un univers carcéral qui lui donne une autre dimension de la vie. Elle a un autre goût de la vie. C'est-à-dire, et là, elle se décide à se dégoûter de tout. Maintenant, elle va faire, comme le rappelait justement ce personnage du diable et de bon Dieu. Elle dit vraiment, les hommes d'aujourd'hui naissent criminels. Donc, je vais revendiquer ma part de crime. Elle rentre donc en plein dans ça. Voyez-vous, quand je dis ça, je vous dis 3 choses. Première chose, c'est que nous avons des acteurs du film porno. Et ces acteurs-là, ils sont au nombre de 3 grands groupes. La Belle, les 2 évêques dépravés, et plus tard, ceux qui viennent en rescousse à l'autre. Et ceux qui viennent en rescousse, on va en parler tout à l'heure. Bon, d'abord la Belle. La Belle, voilà un rencontre d'un malaise, le malaise d'une génération. Et les gens vont s'attarder, voilà la destruction. La femme est détruite par un monde à tous les niveaux qui l'accapare et lui enlève le cœur. Parce que, je vous dis, je peux vous assurer, même si je n'ai pas besoin de parler avec elle, à cet âge-là, dans ces conditions-là, elle ne peut éprouver aucun goût. Donc du coup, il faut qu'on comprenne, elle est rentrée dans une démarche, puisque le monde de la politique a perverti tous les liens. Et Nietzsche disait que à ce niveau-là, le royaume des cieux, c'est l'expression du cœur. Elle n'a plus de cœur. D'ailleurs, les filles vont vous dire qu'elle n'aime plus. Donc, il faut comprendre dans ces conditions que la fille se déporte dans un univers qui est plus convenable. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a une industrie du piment. Et cette industrie du piment-là, elle veut bien aussi y participer, puisque c'est la clé du succès, d'après ce qu'on lui a montré. On lui a montré que pour réussir dans la vie, il ne faut pas faire des efforts. Pour réussir dans la vie, il faut faire comme Nathalie Quoi, comme Coco Emilia. Puisque c'est par rapport à ça que la première dame va t'envoyer un champagne de 1 million. Vous voyez? Voilà le monde dans lequel on a travesti un pays, tout un pays. Voilà, l'enfant est possédé. Donc, excusez-moi, on m'a dit, Maître Fous m'a dit que je ne peux même pas m'imaginer lui parler parce qu'elle est tenue, elle est suivie par les psychologues. Non, laissez les psychologues. Elle n'a pas besoin de psychologue. Elle a besoin qu'on change cette dynamique sociale qui est infestée par les mauvais records. Et là, justement, c'est pas elle qui a besoin de psychologue, et c'est exactement où elle est. Oui. Les personnes qui ont besoin de psychologue, c'est ces faux infirmes-là qui utilisent leurs infirmités pour imposer aux gens la malchance. Voilà. Alors on reviendra sur le 3e groupe, parce qu'on a parlé tout à l'heure des bouffons, ceux qui accompagnent. Oui, je vais insister, oui. On revient là-dessus. Je donne la parole au professeur Pascal Messanga Nyamding. Professeur, après ce que beaucoup ont considéré comme la bourde du ministre délégué en charge, ministre délégué à la justice, il y a eu comme une sorte de recadrage, non? On peut considérer cette sortie du ministre Abena Ondoa comme une sorte de recadrage sur la précision de la position du gouvernement par rapport à cette question? Je suis d'abord consterné. Je suis choqué. Parce que, voyez-vous, depuis bientôt 20 ans, j'ai commencé la politique, j'avais 20 ans. Et entre 20 et 30 ans aujourd'hui, j'ai axé mon combat politique sur les valeurs. Dans le RDPC, tout le monde le sait. Et je ne me suis pas seulement contenté d'opérer ce choix, mais j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages avec mon défunt ami et compagnon très cher, Charles Ateba Yene. Et souvenez-vous, le Cameroun sur la dictature des loges, des sectes et du magico-anal. C'est moi qui détiens encore le manuscrit de ces travaux que nous avons menés ensemble. Et à la fin, parce que Charles l'a voulu, et nous étions d'accord là-dessus, que je prépare la préface qui déjà prédestinait le lecteur à comprendre le contenu. Je suis choqué parce que il y a une banalisation de la perversion et des obscénités sur ce régime que je soutiens. Moi, je le dis, j'ai eu la chance d'avoir quelques audiences avec le chef de l'État, qui, je me souviens un jour, le président Biya, lors d'une audience, ici à Douala, lorsque j'étais reçu et il inaugurait le pont sur le Vouri, il m'a félicité.
je voudrais sortir de quelques réserves. Et son épouse a eu à me dire un jour qu'écoutez, professeur, nous aimons vous écouter. Et le président m'a dit, pour la première fois je le sors ici, surtout ne vous découragez pas. Parce que le discours qui était le mien et qui consistait à dénoncer une mafia des réseaux où, lorsque vous vous levez un matin, vous dites que à l'université, un professeur a violé ou pour avoir parfois le doctorat et parfois leur école qu'ils appellent les agrégés, il faut donner l'anus. Moi, M. Sanga Yamding, j'ai eu le courage de le dire. J'ai un étudiant qui a soutenu sa thèse parce que le professeur Kounou est venu me voir. Il me dit, mais que cet étudiant me pardonne, le docteur me casse. Pour qu'on sache que par moment, il faut sortir des tabous. Ce pauvre gars est là, il souffre. Un agrégé en sciences politiques, aujourd'hui à la présidence de la République, conseiller spécial, harcelait ce garçon. Conseiller spécial du chef de l'État, j'ai des preuves. Et ce gars vient me voir. Permettez. Oh là là, oui, mais je vais faire juste une précision. Oui. Vous êtes en train de faire un développement, vous expliquez non, quelque chose sur la base. En relation. Ce que je vais dire, c'est que de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de donner un certain nombre d'indications de façon précise avec des noms parce que ça peut donner le sentiment qu'on ouvre. Mais je continue à vous dire que ce monsieur existe. Si vous faites de la politique, moi je suis un homme politique professionnel. Si vous faites de la politique du Gondwana, où à chaque moment on donne toujours des codes, j'ai donné un minimum de codes, je n'ai cité personne. Mais ce garçon qui est proche de moi, et de Michel Kounou, a finalement soutenu sa thèse parce que nous sommes intervenus. Ramenez donc à cette affaire. Il faut interpeller et corriger 3 sociétés au sein de l'État camerounais, même ailleurs. 1. La banalisation de la perversion par la société politique. 2. La banalisation de la perversion par la société administrative, c'est-à-dire ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision. 3. La banalisation de la perversion par la société civile. Et vous allez donc comprendre que cette banalisation globale est telle qu'aujourd'hui, on a vu un lion indomptable que je ne citerai pas, mais qu'avec mes mauvais yeux, j'ai revu le match amical Cameroun-Nigeria. Ce garçon qui joue en Russie était sur le terrain. Or, il avait exhibé son sexe. Pour moi, j'étais convaincu, en tant qu'homme politique et biaïste, qu'on ne verrait plus jamais ce gars porter le vert ou jaune. Ce gars a porté le vert ou jaune. Souvenez-vous des affaires de Kribi, où les enfants se tripaient en fond de classe. Souvenez-vous de bien d'autres affaires, pleines qu'on ne peut pas citer ici. Je vous assure que ramener à l'affaire Camille Mim, que je connais très bien, parce que ce garçon a eu à m'inviter à me recevoir dans son bureau, je suis déçu. Il fait honte, non seulement aux handicapés, qui lorsque nous nous battons, comme je me bats aussi parce que je suis devenu handicapé visuel, les gens nous accordent de l'attention, mais ce monsieur m'a déçu. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire que c'est inadmissible un tel type de comportement, et je chute pour 3 raisons. 1. Regardez comment on a chosifié la femme. Est-ce que ces gens-là, ce type de monstres, et ceux qui entretiennent cela de manière transversale réalisent que chacun de nous ici est sorti du ventre d'une femme? Deuxièmement, que les gens comprennent que la banalisation de la perversion a par moment légitimé ce que j'appelle la pédophilie. Parce qu'en français, pour ceux qui nous écoutent, il faut bien faire la différence entre un pédophile, un individu qui est essentiellement attiré par des enfants, que ce soit les petits garçons ou les petites filles. Ils sont pleins dans tous les corps sociaux camerounais. C'était mon combat. Et enfin, la pédérastie. Donc vous voyez, donc, dans l'état actuel, je voudrais féliciter Madame Abena. J'ai même peur pour elle, j'espère que cette sortie, puisque on a eu ici à un moment donné le top 50 et on a vu un ministre faire semblant de pleurer et il est toujours là et comme par hasard il est de mon parti aussi, mais je voudrais qu'à un moment donné on prenne nos responsabilités, qu'ensemble, même si nous ne pouvons pas marcher, que l'on dise non
Non, non et non, plus jamais cela, parce que ça dévalorise l'enfant, ça dévalorise la femme et ça dévalorise l'Africain. Ok. Maître Roland Djiou, à un moment donné, il y a eu l'érection d'une thèse complotiste dans cette affaire-là. Est-ce que la sortie de Martin Camille, l'acte de contrition qu'il a posé, ne fait pas tomber complètement cette thèse complotiste? Je vous remercie de la question que vous me posez. J'aimerais faire observer au préalable que même dans l'Afrique du Sud post-apartheid, quand on a procédé à la réconciliation, c'était après la vérité. Donc, l'acte de contrition que nous avons tous vu est un élément, c'est factuel certes, mais il y a des choses qui se sont passées avant l'acte de contrition qui sont aussi factuelles et qui, de mon point de vue, laissent planer un sérieux doute sur la sincérité de la dite contrition. Parce que figurez-vous que, en ce qui me concerne, sans forcément rentrer, peut-être que je le ferai un peu plus tard, sans forcément rentrer dans les éléments de fond, le public qui a assisté à cette affaire peut avoir été choqué par à peu près deux choses. La première, c'est dans la première intervention du concerné, ce qu'il a appelé mise au point, d'abord non seulement une dénégation, mais aussi une dénégation cousue de fil blanc. Tout le monde s'est posé la question de savoir comment peut-on laisser deux inconnus dans son propre bureau et aller faire autre chose. Donc, cette première prise de parole, relativement rapide d'ailleurs, on peut même estimer dans l'urgence, voire la précipitation, ne me semblait pas tout à fait nécessaire. Ne serait-ce que pour la sérénité que requiert le traitement de ce qui peut être un scandale d'une affaire aussi délicate. Donc on a commencé par se moquer un peu de l'intelligence des uns et des autres. Et je crois que les Camerounais ont réagi à ce moment-là parce qu'ils se sont sentis insultés dans leur intelligence. On ne peut pas à ce point mépriser les uns et les autres et penser que ça ne se verrait pas, que c'est quand même un peu curieux que l'on laisse des inconnus déambuler comme ça dans son bureau et avec quiétude et sérénité. La deuxième sortie de piste, à mon humble avis, c'est... Mais avant d'arriver sur la deuxième piste, sur cette question, il a répondu, même si c'est de façon implicite, bouleversé par par le déroulement des événements. C'est pour ça que je me contente de donner les faits qui me permettent de poser mon jugement. Même pas mon jugement, mon opinion. Encore que la notion d'opinion peut être... nous sommes avec un expert en discernement, donc je suis très mesuré. Je dis, on peut être bouleversé effectivement quand on fait face à l'émergence d'un scandale. Mais le bouleversement ne fait pas de soi un amnésique. Vous ne transformez pas vos amis en inconnus parce que vous êtes bouleversé par un scandale. Je veux dire qu'on aurait pu se passer du fait de nous présenter les personnes qui ont été reçues dans ce bureau-là comme des inconnus, qu'on soit bouleversé ou pas, on sait si on se connaît ou pas. Ça, le minimum que l'on doit à la décence publique, c'est cette sincérité. Et ça n'a pas été que ça. Et donc, j'en viens au deuxième élément qui me semble être une sortie de piste. C'est l'interview sur une chaîne concurrente qui, de mon point de vue aussi, n'était pas nécessaire. Je ne suis pas un expert en communication, comme semble l'être le concerné, mais à mon humble avis, je considère qu'on aurait pu donner plus de crédit au mea culpa s'il n'y avait pas eu ces deux précédentes sorties qui se sont quand même succédées dans le temps et dans un temps relativement suffisant pour se poser, pour laisser venir les choses et pour réagir utilement. Mais moi, ce que je veux souligner à l'attention de l'opinion publique, je laisse le soin aux philosophes de rentrer disséquer le sens profond que cela peut avoir pour la société et ce que l'on pourrait appeler l'état de décrépitude avancée de la morale et de la moralité publique. J'aimerais souligner quelques éléments. Premièrement, le fait que pour une fois, ou pour une des rares fois, on a bien vu que les Camerounais peuvent se mobiliser. Parce que les réseaux sociaux nous ont démontré à l'occasion de cette affaire que la cause de la protection de l'image, aussi bien de l'enfant
de la femme a solidarisé beaucoup de Camerounais au-delà de plusieurs lignes de fracture qu'on observe souvent dans la société. C'est une chose que je voudrais féliciter. Et c'est une chose sur laquelle je voudrais insister pour dire aux Camerounais qu'ils sachent que c'est précisément comme cela. C'est précisément de cette manière-là qu'il faut aborder des questions encore plus sérieuses. Je souscris au professeur qui dit qu'il ne peut pas venir de Yaoundé pour parler de sexe. Moi aussi, je ne souhaite pas que cette affaire soit traitée sous l'angle de sa posture pornographique, mais que l'on en tire des leçons pour notre société. Il faut que l'on tire donc la leçon de savoir que les Camerounais peuvent agir. Il faut qu'ils se mettent dans l'urgence de l'action. Et à la suite de l'urgence de la pensée telle que cela a été théorisé par le professeur Maurice Kamto, qu'ils désormais se saisissent de l'urgence de l'action. Ce sont des petites choses comme ça qui montrent que quand le peuple veut, il le peut. Et là, on était dans un environnement qu'on qualifie de virtuel. On n'était pas dans une démonstration d'ordre physique ou sur le terrain. On n'était encore que dans le virtuel. Et on a bien vu que même sur le virtuel, s'il y a une certaine mobilisation, le bourreau peut baisser la garde et poser le genou au sol. Et c'est cette leçon que je tire dans le mea culpa. Même si certaines personnes peuvent penser qu'il s'agit d'un coup de cosmétique, au moins il y a un fait, c'est qu'il y a eu des demandes d'excuses. Donc il y a un genou qui a été posé au sol par quelqu'un qui hier, par 2 fois, était à peu près très sûr de son fait. C'est la première leçon que le public et le peuple camerounais, à mon avis, devraient retenir. La deuxième chose que je souhaite souligner, c'est à quel point, et ça participe, je crois, de cette décrépitude morale avancée. Je crois que la rigueur et la moralisation a véritablement foutu le camp. C'est la facilité avec laquelle certains responsables politiques... la banalisation. Justement, je vous remercie pour le terme. Certains responsables politiques sont prompts à banaliser des immoralités. Les mêmes qui, il y a quelque temps seulement, tombaient à bras raccourcis sur d'autres Camerounais dont on ne peut pas les accuser d'avoir commis la moindre immoralité qui soit. Je veux dire que Olivier Biboun-Issac est quand même poursuivi devant le tribunal militaire. Vous savez, on a même banalisé la justice, professeur. On n'a pas banalisé seulement l'immoralité, on a banalisé la justice. Et le clou du spectacle, c'est cette déclaration bouffonne de quelqu'un qui se présente. Je dis quelqu'un qui se présente parce que je ne suis pas certain qu'il mérite que l'on le considère comme ce qu'il est. Quelqu'un qui se présente comme membre du gouvernement, qui, alors que personne ne lui a rien demandé, personne ne lui avait rien demandé, a cru devoir faire des sorties qui sont plus des sorties de piste, pour soutenir quelque chose qui, du point de vue de la commune opinion, est un véritable scandale. Quand on est membre du gouvernement, quand on se dit membre du gouvernement, et même d'un gouvernement illégitime comme celui dans la mise au point que le ministre délégué, justement, puisqu'on parlait des gens de Dieu Momo, dans la mise au point qu'il a faite, il a indiqué qu'il a pris la parole en tant qu'individu, en tant qu'un citoyen, et qui peut comprendre que la ligne de démarcation entre sa personnalité, membre du gouvernement, et sa personne puisse être difficile à cerner. Monsieur Fangwa, je crois que l'individu que vous évoquez est coutumier des sorties de pistes dérapantes qui finissent par devenir ses opinions personnelles qui n'engageraient pas le gouvernement auquel il appartiendrait. Vous vous souvenez les allusions hasardeuses formulées à l'occasion d'une comparaison avec la grande Shoah qu'il prédisait à une communauté au Cameroun, qui n'ont pas fait l'objet de condamnation. J'aurais souhaité voir, par exemple, un autre ministre faire la sortie que Mme Abena Ondoa a faite après cette sortie de piste en son temps pour recadrer les choses. Cela n'a jamais été fait. Donc, on peut donc conclure, même provisoirement, que nous sommes en présence d'un régime, non seulement du 2 poids 2 mesures, mais aussi de l'immoralité entretenue, qui, lorsqu'il sent peut-être
par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, que l'opinion publique lui est complètement à dos, se sent obligé lui aussi de faire des sorties peut-être cosmétiques pour ne pas totalement prêter le flanc. Et c'est dans ce sens-là que j'imagine la sortie peut-être ultérieure de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Je voudrais chuter en disant que le Cameroun a atteint un tel niveau de... C'est le professeur Mathias Eric Onangini qui le disait à l'époque où la lucidité de ses analyses ne faisait l'objet d'aucun débat. Que nous vivons dans une pornocratie. Il avait utilisé plusieurs craties pour décrire tout à fait. le système de chaos lent. Il a parlé de l'état pornographique. Voilà, qui était la caractéristique de l'État dans l'État du Cameroun. Cet état du pouvoir perpétuel qui ne gouverne que par le chaos. Et l'immoralité entretenue est un élément du chaos ambiant. C'est ce chaos ambiant qui fait que parfois on peut soit accuser, comme certains militants du RDPC le font souvent. J'ai souvent été témoin de plateaux où, pendant les campagnes électorales notamment, où au lieu de faire valoir des arguments de fond, des programmes ou des projets de société, certains camarades du professeur Messanga Nyamding ont cru devoir, parce que le vent de l'immoralité est tellement ambiant dans notre société qu'il est difficile d'accuser quelqu'un et que cela ne soit pas vrai, qu'on a cru devoir jeter en pâture certains leaders politiques respectables et respectés. Et je crois que le professeur Maurice Kamto a été victime de ce vent qui permet de salir parfois les gens sans avoir à risquer le tribunal militaire comme nos amis politiques. Donc, j'aimerais donc dire que cette situation n'est possible que précisément parce que la société est complètement pourrie. Au point où on se dit, est-ce qu'il peut y avoir un grain de maïs bon dans tout ce sac de maïs pourri? De sorte que c'est facile. Et comme la tête du professeur Maurice Kamto est souvent belle pour l'accuser, y compris de l'infertilité de certaines personnes, tout le monde fait bon de mettre dans son dos beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. Cela ramène la question à une question de valeur. Il faut donc qu'on se recentre sur les valeurs dans notre société. Je suis très heureux que le professeur Fridolin ait voulu aborder la question dans ce sens-là. Je vais avec lui aller dans le même sens et dire que cette situation, à mon avis, fixe le tableau d'une société qui est en mal de sa jeunesse. C'est le fer de lance de la nation que nous voyons comme ça, n'être désormais plus préoccupé que par des affaires qui relèvent de l'enfer, pour paraphraser la vidéo que nous avons vue. Et donc, personne ne pense plus à s'élever, personne ne pense plus aux choses de l'esprit. La plupart des jeunes, demandez-leur de s'exprimer, et demandez à un jeune de la vingtaine de vous expliquer quelque chose. Vous verrez avec quelle difficulté il trouve les mots. Vous verrez avec quelle difficulté il cherche. D'ailleurs, même pas qu'il les trouve. Avec laquelle difficulté il cherche les mots. C'est peut-être pas forcément la faute à ce jeune, parce qu'il ne s'est pas éduqué lui-même. Et s'il s'est éduqué lui-même, c'est la faute à ceux qui l'ont laissé s'éduquer tout seul. Parce que la responsabilité de la société et du pouvoir politique dans une société, c'est précisément à travers la notion de leadership, d'indiquer la voie et de prévoir le type de Camerounais qu'on veut avoir à une échéance précise. Si c'est ça le type de Camerounais que le renouveau, avec la rigueur et la moralisation, a voulu que nous soyons au Cameroun en 2021, je crois que c'est réussi. Edmond Kambia, dans cette affaire, il y a eu à un moment donné le sentiment qu'il y avait du 2 poids 2 mesures. Parce qu'il faut rappeler qu'à côté de l'affaire Martin Kayumi, il y a une autre vidéo impliquant Paul Tuta. Et certains ont estimé qu'il y avait une sorte d'indignation sélective. Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous voyez les choses de la même façon? Avant de répondre à cette question, je voudrais également, à la suite des autres panélistes, exprimer mon indignation, ma déception et ma consternation pour l'attitude de ce confrère qui est un ancien collègue, parce qu'il a travaillé ici à Radio Equinox, dans ce groupe, avant que d'aller dans d'autres médias, parmi lesquels la radio où il se trouve aujourd'hui comme étant le promoteur. Donc, ma double déception, d'abord comme ancien collègue, confrère, et ensuite en tant que parent d'élève.
Et ensuite, je voudrais, en répondant à votre question, insister sur le comportement dangereux, néfaste, de ceux qui, à la première minute ou aux premières heures, ont soutenu sans réserve Martin Kamimim sans aucune vérification. Vraiment. D'abord, l'acte que Martin Kamimim a posé est ignoble. Là, je parle en tant que confrère, en tant que journaliste. On ne peut pas poser des actes aussi graves et avoir pour première réaction le mensonge. Je dis bien, on ne peut pas poser des actes aussi ignobles, graves, une atteinte à la dignité de la fille et de la femme, et que la première réaction soit le mensonge. C'est grave pour un journaliste de mentir. Si c'est un bon journaliste, comme je le sens, je le crois, parce que nous l'avons formé ici à Equinox, avant qu'il n'aille à STV, avant qu'il n'aille à RSI, il sait très bien qu'un journaliste ne ment pas. Un journaliste dit la vérité. Et la charte de Munich, comme d'autres textes internationaux, y compris, n'est-ce pas, le code éthique et déontologique signé par le gouvernement, mais aussi le code de conduite, le code éthique qui a été adopté par l'Union des journalistes du Cameroun, dont je suis membre fondateur, interdit le mensonge. Parce que le devoir du journaliste, c'est de dire les faits, rappeler les faits, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les conséquences, donner les faits, la vérité des faits. Et ce que Martin Kamimim a fait ne ressemble pas à ce que doit faire un journaliste. Je le condamne d'abord pour ça. Parce qu'il a d'abord menti. Il n'a pas dit les faits. Et ensuite, la dernière mise en scène, je l'appelle ainsi, l'acte qui est censé être l'acte de contrition de Martin Kamimim, je doute fort qu'il soit sincère. Parce que dans le déploiement, dans le déroulement de cet acte de contrition, entre guillemets, parce que je ne pense pas que ça en soit un. Et je sais que les experts du discernement comprendront pourquoi je le dis. Il ne dit pas d'abord ce qui s'est passé. Il ne dit pas voici ce que j'ai fait. C'est pas comme ça qu'il commence. Et pour ça, je demande pardon. Et pour ça, je demande pardon. Parce qu'il doit d'abord dire voici ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, c'est mystérieux. Il n'a pas dit ça. Oui, il n'a pas dit. Ce n'est pas un acte de contrition qu'il a posé. Il n'a pas dit voici ce que j'ai fait. Dérouler de manière chronologique ce qui s'est passé. Il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. Il demande pardon par la suite dans une phraséologie Et dans un flou total. qui donne l'impression qu'il s'est mis en scène en réalité pour amener le collectif des avocats qui ont porté plainte pour les influencer, pour dire écoutez, j'ai demandé pardon, je vous en prie, retirez votre plainte. Mais en même temps, Edmond, il faut rappeler que... Non, je le dis. Oui, je dis. Ça, En même temps, il faut rappeler que au début de cette affaire, lorsque beaucoup ont pris position, avec l'indignation qui s'est levée, certains ont pensé que c'était le moment effectivement de demander pardon parce que beaucoup sont rétractés, que ce soit parmi les confrères, les amis, ainsi de suite. Et on lui a demandé effectivement de prendre la parole pour s'excuser. Oui. Et c'est dans ce sillage effectivement qu'il a pris la parole. Parce que On ne s'excuse pas pour s'excuser. Il n'a pas dit pourquoi il s'excuse. Il s'excuse pourquoi? Il n'a pas dit pourquoi il s'excuse. Qu'ils disent, voici, elle est entrée dans mon bureau. D'abord, il ment, il dit que je ne la connais pas. Je ne connais pas le monsieur qui est venu avec elle. Mais plus tard, on se rend compte, et lui-même le reconnaît, qu'il les connaît, ils se connaissent. En tout cas, son compère, son congénère, qui a fait venir la jeune fille, a dit que on se connaît depuis. Il connaît très bien Martin Kamimim. En fait, tout s'est passé comme s'il est venu livrer la petite Malika. Il est venu la livrer à ces échanges indigestes, indécents, Bravo. qu'ils ont mis sur la place publique, sur les réseaux sociaux, les images, les photos. Parce que si les images, les photos, les vidéos n'avaient pas circulé, on n'en serait pas là. Ça serait passé. Alors, je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Il y a eu donc cette affaire-là, mais dans le sillage de cette affaire, il y a eu une autre vidéo concernant Paul Tuta. On n'a pas eu le sentiment que les réactions étaient les mêmes. Il y a eu comme une sorte de deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est la perception que Je vais revenir à votre question. C'est important que je termine mon développement. J'ai dit, je condamne également ceux qui l'ont soutenu immédiatement, sans réserve, sans vérification, parmi lesquels des journalistes. Et je commence
à réaliser que ceux des journalistes, dont certains jusqu'aujourd'hui ne se sont pas excusés de l'avoir soutenu sans réserve, sans vérification. Parce qu'il y en a encore qui continuent à le soutenir. Alors que les faits sont accablants. Je ne vais pas citer leur nom. Par exemple, je ne vais pas citer leur nom, ils se connaissent. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de les citer. Ils m'écoutent, ils sauront. vous voulez dire peut-être qu'ils sont impliqués aussi dans cette affaire? Bien sûr, ils sont suspects. Ah, ok. Ils sont suspects. Parce qu'il y a un suspects. groupe WhatsApp apparemment où ils font des partous. Non, le groupe WhatsApp, Ils sont suspects. groupe Et ceux qui ne se sont pas excusés à la suite Ok. sont suspects. Je n'en dis pas plus de ce côté. Je les condamne, mais je condamne surtout la sortie du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, il a fait une sortie parmi ceux qui ont soutenu immédiatement, sans réserve, Martin Kameme. Il a même banalisé les faits, en laissant penser que, quel que soit l'âge qu'elle a, Moi j'aimerais bien c'est pas important. revenir là-dessus. Moi j'aimerais bien. Non, je vous dis, il a banalisé dans son premier poste que c'est rien, que vraiment les gens racontent n'importe quoi. Il a même allé plus loin, il a politisé l'acte. Oui. Ah bon? C'est pour répondre à votre question maintenant, monsieur Duval Fangwa. Il a politisé l'acte qui s'est passé en rappelant que il y a une autre vidéo qui circule, une autre affaire, où un tontinat s'est livré à des gestes qui ressemblent à ce que Martin Kameme a fait, mais visiblement personne n'en parle. Il a dit clairement que ça ressemble à une histoire de sardinats contre les tontinats, les tontinats contre les sardinats. Et vu sous cet angle, sans le dire clairement, il a voulu dire que Paul Tchouta est tontinat et que Martin Kameme, sur lequel beaucoup ont réagi en condamnant, est sardinat. Mais le plus grave de ce que Jean de Dieu Momo, ça je peux le citer, parce qu'il s'est par la suite rétracté, oui. Quand il a eu le sentiment que l'affaire devienne très sérieuse et que progressivement les informations commençaient à sortir, y compris du congénère de Martin Kameme, qui a commencé à s'excuser. Lui aussi. Mais dont l'excuse n'était pas totalement satisfaisante. Martin Kameme a semblé s'engouffrer dans cette excuse, mais sans donner de vraies excuses, jusqu'à la dernière mise en scène où il fait semblant de demander pardon alors que ce n'est pas un acte de contrition. Je reviens sur ce que Jean de Dieu Momo a fait. Voilà ce qu'il dit quand il se rétracte par la suite. Et nous avons le sentiment qu'il s'est rétracté parce qu'il a eu la pression de ses confrères du gouvernement. Parce qu'on a vu intervenir Madame Abena, Madame sa femme, pour dénoncer cet acte ignoble, c'est le terme qu'elle a utilisé, contre la fille et contre la femme, que elle a même dit tous les acteurs de la société, les politiques, la société civile, les autorités traditionnelles religieuses doivent dénoncer, condamner ce qui s'est passé. Et elle est même allée plus loin, que la justice devrait s'en saisir pour servir d'exemple, pour qu'on ne porte plus atteinte à la dignité de la fille et de la femme. C'est alors que Jean de Dieu Momo sort un deuxième poste, où il se souvient, il se rappelle à lui-même, que quand il a signé le premier poste, c'était Fosa Kopontou. C'est avec son image et sous cette signature qu'il a fait le premier poste. Le deuxième poste, il revient en force en tant que Jean de Dieu Momo en disant qu'on ne doit pas faire de lien entre Fosa Kopontou et Jean de Dieu Momo. Et il précise que même comme la frontière poreuse entre Fosa Kopontou et Jean de Dieu Momo, il faut faire le distinguo entre le personnage Fosa Kopontou et Jean de Dieu Momo. Mais c'est trop tard. Quand il dit que Fosa Kopontou a dit quelque chose, même s'il se reconnaît dans ce que Fosa Kopontou a dit, ce n'est pas Jean de Dieu Momo, parce que Jean de Dieu Momo est ministre délégué auprès du ministre chargé de la justice, garde des Sceaux, et il peut prendre librement parole en tant que président du PADEC. Sauf que le premier poste n'était pas signé par le président du PADEC. Bien. Je ne vais pas terminer. Il faut qu'on avance, Edmond. Non, je vais terminer avec le ministre de Dieu Momo pour ne pas l'oublier. Oui. Voici donc un ministre qui s'occupe de tout, qui s'intéresse à tout, qui passe ses journées, ses heures sur Facebook. On ne sait pas s'il est véritablement en fonction. Oui, c'est ça. Depuis
qu'il est entré au gouvernement. Il travaille, sinon il aurait été rappelé à l'ordre par le Premier ministre. Écoutez, vous savez, il y a ministre et ministre, et Paul Biya lui-même l'avait dit dans une interview qui avait paru à Cameroun Tribune, que tous les membres du gouvernement ne sont pas des ministres. Il a dit, il avait dit, j'ai au trop 15 ministres. Le reste, ce sont des hauts fonctionnaires que j'ai ennoblis. À qui j'ai donné le titre. À qui j'ai donné le titre. Il répondait au ministre Marafa. Oui, il répondait à Marafa. C'est le contexte, c'est qu'il répondait à Marafa. Mais je reviens sur ce contexte pour dire qu'il y a ministre et ministre. Au-delà des casquettes, ministre délégué, ministre d'État et autres. Il y a le plus grave, et j'insiste là-dessus en concernant le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, c'est qu'il travaille auprès d'une haute personnalité qui est respectée. Laurent Esso. Qui est très respecté. Qui est très respecté. Et pour qui le compagnonnage paraît bizarre. Ils sont tous du même parti, le RDPC. Mais non, il n'est pas du RDPC. Il est du PADEC, il est allié du RDPC. C'est mon ami, il n'est pas du RDPC. Professeur, permettez. Permettez, il est allié du RDPC. Allié, oui. Il faudra terminer parce qu'il faut qu'on avance. Je voudrais revenir sur des symboles qui comptent dans une république. Quand vous êtes ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous participez à garder les sceaux de la République. Et quand on parle des sceaux de la République, ce n'est pas une blague. Dans une république, la France a des sceaux, toutes les républiques ont des sceaux. Prenez les armoiries, les sceaux de la République. Regardez l'image des sceaux de la République du Cameroun. C'est la tête d'une jeune fille. C'est la tête d'une jeune fille. Et Momo Jean de Dieu a dévoyé par son soutien sans réserve à Martin Kamemim, qui a posé un acte ignoble et grave, et pour lequel il n'a pas expressément estimé que ce jeune homme mérite d'être traduit en justice. C'est grave pour l'image de la jeune fille. Sur les sous de la République du Cameroun, il y a l'image d'une jeune fille. Vérifiez, allez vérifier. Il y a l'image d'une jeune fille. Sacré. Et c'est sacré. L'image de la jeune fille est sacrée. Et c'est sous les sceaux de la République. Et il est dans un ministère, il travaille avec un ministre qui garde les sceaux de la République. Je voudrais que seulement pour ce symbole, il soit interpellé. J'ai dit seulement pour ce symbole qu'il aurait dû protéger, qu'il soit interpellé. Voilà quelqu'un qui est passé dans un média d'État, la CRTV, et qui a failli provoquer un incident diplomatique avec Israël. Il dit provoquer un incident diplomatique avec Israël. Et Israël, après sa sortie, Jean de Dieu Momo, lors d'une interview à la CRTV, Israël a demandé les excuses du gouvernement. Et c'est alors qu'on a vu surgir le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui disait que Jean de Dieu Momo ne réagissait pas en tant que membre du gouvernement, mais en tant que président du PADEC. Or, lorsqu'il a été présenté à l'émission, il était ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Messieurs, je voudrais, avec votre permission, qu'on avance rapidement, même si vous voulez faire une virgule, vraiment que ce soit très bref, compte tenu des sujets que nous avons sur le plateau. Docteur Fridewanke, peut-être que vous allez effectivement revenir rapidement là-dessus, mais je voudrais qu'on remarque qu'en dehors de cette affaire, qui est présentée comme un scandale, il y a un autre scandale qui a défrayé la chronique au cours de la semaine qui s'achève. Il s'agit du scandale dans l'organisation d'examen probatoire enseignement secondaire général. Il faut se souvenir qu'il y a 2 semaines, on a observé à peu près le même scandale pour ce qui concernait l'organisation du baccalauréat. Il y a des alertes, des suggestions qui ont été faites sur les plateaux de télévision, dans les médias, pour alerter, pour justement attirer l'attention de l'institution en charge de l'organisation de ces examens-là. On croyait que les choses s'amélioraient avec le probatoire, mais que non, la situation visiblement a été pire que celle-là. Comment on fait pour ne pas tirer les leçons des alertes, des suggestions qui sont faites pour l'amélioration du travail de façon globale dans notre pays? Je vous ai écouté longuement et je crois que ce n'est que la conséquence de ce qu'on dit là. Je crois que c'était le 2 novembre 82. Le président de la République avait dit « Je ne faillirai point à mes engagements ». Et ce qui se passe là, c'est que non seulement il a failli, mon voisin a trahi. Mon voisin, pas si mon voisin, je n'en dirai pas plus. Mon voisin a trahi parce que fondamentalement, ce qui se passe là, c'est le dévoiement de la fonction présidentielle, le dévoiement de la destruction de la République. La destruction de la République parce que lorsque le président de la République
à un peuple qui se dit respecté. Ils n'ont pas, suivant la formule consacrée de la discrétion, Le pouvoir discrétionnaire. Ils n'ont pas n'importe qui. Celui dont vous parlez là, c'est le roi des mendiants. Et ce n'est pas, je ne le dis pas comme une insulte. Quand vous voyez M. Jean de Dieu Momo se comporter, ça me rappelle un livre, l'opéra de Katsu, de Brecht. Et vraiment, c'est le prototype. C'est-à-dire qu'il entretient l'âme mendicitaire. C'est-à-dire, nous avons là en face du prototype des ministres giflables. C'est-à-dire, voilà un individu qui entretient une industrie de la mendicité par un ensemble d'avilissements. Et c'est ça qu'on donne comme exemple. Vous voulez que l'examen, non, s'en préoccupe. L'examen, on ne s'en préoccupe pas. Parce qu'on a des contre-valeurs qu'on met sur la scène. D'autant que vous parlez d'un ministre de la République. Oui, il doit démissionner. Il doit démissionner. Jean de Dieu Momo est non seulement giflable, mais il doit démissionner. Je vais vous parler d'une anecdote. Permettez-moi de donner une anecdote. On s'est retrouvé à Lembe, dans un déi. Le grand chef Tsumbo était mort. Et dans mes polémiques avec le mauvais esprit occupé à nous nuit, mais il était intervenu. Un ministre vient intervenir dans un post Facebook pour dire qu'on doit m'intenter un procès. J'ai entretenu ça, j'ai ruminé cette colère depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de le trouver. J'avais armé ma gifle, et sérieusement. Et on était là avec le ministre dans un déi. On s'est retrouvé à une salle de réception. Et avec Mbargangele et Famendongo qui était assis là. Et je l'ai aperçu au hasard et je me suis dirigé vers lui. Je lui ai dit, mais c'est vous, monsieur Jean de Dieu Momo? Oui, c'est moi. Moi, c'est Yves Kedola. C'est vous qui avez dit qu'on doit, mais c'est faux. C'est vous. Il me dit, non, moi, je ne connais pas ce monsieur-là. J'allais lui donner un chiffre pour qu'il comprenne effectivement que c'est le fait de nommer des gens comme ça. C'est une insulte que le président de la République insulte les Camerounais. Et il faut, monsieur, mon neveu, Moussanga, il faut dire à mon voisin qu'en nommant des gens comme ça, c'est une insulte aux Camerounais. C'est-à-dire quelqu'un qui entretient l'avilissement. Et c'est la même chose que font les autres. C'est-à-dire que c'est mon voisin qui les nomme. Les gens comme Gatsia, les gens comme... parce que tu insultes les gens. Et donc maintenant, pour être quelqu'un dans ce pays, il faut insulter. Pour être quelqu'un dans ce pays, il faut tordre le cou. Et pour être quelqu'un dans ce pays, il faut pervertir la jeunesse. Et c'est ça, il est responsable de ce qui arrive. Et malheureusement, vous voulez qu'on parle de quoi? Parce que dans une république, on a vu comment ça fonctionne ailleurs. Le baccalauréat, le probatoire, c'est des institutions. Et je vous dis, c'est un gouvernement autiste. Ils sont condamnés à nous pourrir la vie. On a entendu des enseignants dire sur le plateau que même dans les pays les plus sérieux, il y a tous les dysfonctionnements qu'on observe pendant l'organisation de ces examens. Non, ils sont payés ils sont payés pour venir dire ça. Donc ne les prenez même plus au sérieux. Ce pays fonctionne. Non, quelqu'un qui parle comme ça, vous savez qu'il déraisonne. Donc il faut seulement sourire. Parce que un pays qui est organisé autour de ce laxisme, c'est comme si c'était même paresseux. C'est comme si ce gouvernement est commandé par des paresseux. Ils ne peuvent rien initier. On doit faire comme une institution, un baccalauréat, c'est une institution. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le probatoire, le jour de l'examen, tout le pays est mobilisé. Même les militaires, même les services, ils servent à quoi? Seulement à attraper les petits marcheurs, aller attraper les gens dans les plantations, dans les bananeraies, pour les foutre en prison. C'est ça un État qui attrape les gens parce qu'ils insultent, tu les attrapes, tu les jettes en prison. C'est ça un État, alors qu'il y a des préoccupations importantes à entretenir. Un État comme celui-ci, est-ce que vous vous souciez, est-ce qu'il se soucie de la qualité de l'enseignement? Je vous venais ici chaque jour, je viens de vous parler que on ne peut pas arriver à un résultat, à transformer ce pays si au niveau de la tête, on a des gens comme ceux que vous voyez là, les gens, les spécialistes de l'art mendicitaire comme Famille de Monde, qui sont dans une institution comme l'université. C'est-à-dire que la fabrique des génies. Et vous mettez un créateur, Paul Biya nous insulte. Et il faut qu'on lui dise, on le voit. Attendez, je vais continuer. Terminé. Quand on arrive à être un peu plus calme, parce que ce pays, il te fait sortir de ta réserve. En permanence, on vous humilie. En permanence, on vous fait croire que ça ne sert à rien, même ces choses-là. Vous allez voir
ils ne s'occupent pas de la qualité du diplôme baccalauréat parce qu'ils savent exactement ce qu'ils visent. On ne peut pas avoir les enfants éveillés. Le gouvernement actuel doit maintenir le niveau de paupérisation qui est là. On ne doit pas évoluer parce que si on évolue, ce sera difficile à gérer. Donc il faut même pervertir les concours, les machins, puisqu'en fait ils ont déjà leurs enfants. Le gré à gré est partout. Le gré à gré est partout. Tout actuellement est mobilisé. C'est pourquoi ils sont tout calmes. Ils mangent en silence, ils s'organisent en silence, ils font des réunions. On place chaque enfant, chaque individu laisse 2 ou 3 enfants. Il y en a qui mettent même à l'ENAM un seul jour. La petite fille qui est en train de dire qu'elle va aller en enfer là, c'est une réalité claire. Parce qu'elle n'entrera jamais à l'ENAM. À l'ENAM, c'est que... D'ailleurs, elle ne sait pas que l'ENAM, c'est la fabrique des voleurs. Elle ne sait pas comme ça. Donc, tout le monde croit que c'est les gens qui ont réussi. Mais on sait comment ça fonctionne à l'ENAM. Et vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un pays comme ça? Puisqu'ils ont déjà leur groupuscule, c'est lui-même qui parle l'agent du moment. Il le dit, il n'a même pas le choix parce que sa fille est déjà là-bas. Donc lui aussi, il participe donc à quelque chose. Donc sa fille allait réussir comment? Un type comme ça, il allait mettre ministre comment? Sinon, développer ce travestissement de l'esprit républicain. Travail, patrie. Paix, travail, patrie. C'est tout ça qui les énerve même. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on travaille. Ils ne veulent pas qu'on soit en paix. Ils ne veulent pas qu'on aime même notre pays. Il faut qu'on se dégoûte de nous-mêmes. Et là, je vais dire à M. Messana, tu es mon neveu, c'est parce que tu fais là-bas. C'est parce que tu fais avec ces gens. Il faut que je te dise ça aujourd'hui. En tant qu'oncle, parce que tu nous as interpellé au départ. Comment tu peux être avec des gens qui sont incapables même de considérer que tu deviens un handicapé pour eux. À cause de... Et je vais te faire le reproche maintenant. Tu dois sortir de cette caverne des maudits. Et sinon, ça va être très compliqué pour toi par la suite. Parce que nous, on ne va pas laisser ce pays comme ça, à la merci des gens qui n'ont aucune idée même de la République. Le professeur ne va pas répondre tout de suite. Je donne la parole d'abord à Edmond Kamga. Non, ça fait... Non, il va parler. Non, professeur, pourquoi on n'a pas le sentiment que ça... Non, pourquoi on n'a pas le sentiment... Non, nous sommes adultes, il a le droit de parler aussi. Je suis son oncle. Arrête un peu ça. Sinon, qu'est-ce que je fais sur le plateau? Je prends un avion, j'arrive ici et vous me faites attendre 1 heure. Non, vous allez parler, professeur. Non, laissez-moi parler. Vous allez parler. Je ne parle pas alors. Soyez rassurés. Ça fait 1 heure. Soyez rassurés, vous allez prendre la parole. Mais pourquoi vous ne respectez pas le tour de parole? Si, c'est ce que je viens de faire. Je sais très bien ce que je fais. Mais pourquoi vous me sautez? Bon, si vous voulez absolument parler, je donne la parole. Non, soyez sérieux quand nous sommes sur les plateaux. Alors, Edmond, je donne la parole à Edmond, je reviens à vous. Edmond, très rapidement, en dehors de cette question d'examen officiel, qui traduit une sorte de malgouvernance, et un autre aspect qui matérialise cette malgouvernance et qu'on a observé cette semaine encore avec la disparition entre griffes des balises lumineuses sur le tarmac de l'aéroport international de Douala, ce qui a d'ailleurs provoqué une perturbation des vols. Il y a des vols qui devaient partir, des avions qui devaient atterrir. Ça n'a pas été possible et ça a créé des manques à gagner importants pour les compagnies aériennes. C'est juste dans la mouvance de cette question de malgouvernance qui a été évoquée tout à l'heure par Fridolin Kay. Tout à fait, on constate bien que la malgouvernance est partout. C'est dans tous les secteurs, y compris dans les transports, pour lesquels le ministre d'ailleurs a sorti un communiqué pour s'en excuser. Pour s'en excuser. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu des conséquences. Et il s'en est excusé auprès du public. Mais ça ne suffit pas de s'excuser. Il fallait éviter que cela arrive. Pourquoi c'est arrivé? Ils ne sont pas proactifs. Il y a trop de négligence, trop de laxisme. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Il n'est pas puni. L'impunité également. C'est ça, l'une des marques de fabrique de la mauvaise gouvernance, c'est l'impunité qui persiste, qui perdure dans tous les secteurs. Mais comment voulez-vous, si ce qu'on est en train de constater dans le domaine de l'enseignement, dans l'éducation nationale ou dans les enseignements secondaires, on la retrouve également dans les transports, on la retrouve également dans d'autres ministères. Cela signifie qu'il y a un problème structurel. C'est-à-dire que le mal est plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Le mal n'est pas, c'est-à-dire que sous une forme qu'on peut évacuer et dire que bon, ça en est sorti. Mais le mal, il existe, il faut le corriger. Mais qui est responsable? En réalité, qui est responsable? De cette cacophonie. Celui qui est responsable de la cacophonie, c'est celui qui désigne des gens qui sont censés trouver la solution. C'est-à-dire, celui qui nomme le Premier ministre, chef du gouvernement, celui qui valide
si je me refais à la Constitution, la liste que le Premier ministre a proposée, pour Non, qu'on les nomme on ne peut pas ministres, valider une liste entre 13h et 17h. c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour On dire ne peut pas que... faire une proposition de gouvernement entre 13h et 17h. Non, je vais chuter en disant Alors, simplement que oui. celui qui doit corriger ça, c'est celui-là même qui disait que rigueur et moralisation, vous devez rendre gauche. Mais on voit bien, malheureusement, que cela ne se fait pas de manière systématique. Cela se fait à tête chercheuse. Cela signifie que nous allons continuer à perdurer dans la mauvaise gouvernance administrative, la mauvaise gouvernance financière, la mauvaise gouvernance au niveau de la gestion des examens et concours. Et ce n'est pas bon pour la République. Alors, je donne la parole à Maître Roland Diéou et je termine ce tour de table avec le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Je sais ce que je suis en train de faire. Maître Roland Diéou, vous avez la parole pour évoquer la question de la gouvernance. Il y a eu donc cette affaire d'examen officiel. Ensuite, il y a eu cette affaire d'aéroport international de Douala avec ces difficultés qu'avaient les compagnies aériennes pour pouvoir se mouvoir pendant quelques temps. Comment on règle cette affaire? Non, on règle cette affaire. Vous savez, si vous mettez en place une machine qui est censée vous produire de la farine de maïs, il y a un input, c'est le maïs en grain, et le output, c'est la farine. Dès que la machine est grippée, il faut repenser le système ou changer de machine. Cette machine qui nous gouverne est conçue pour faire de nous des grains de maïs qui deviendront de la farine. Ce que vous observez, c'est la farine. Et vous vous posez la question, pourquoi sommes-nous des farines? Simplement parce que nous passons tous dans le même système qui fait de nous, qui nous écrase. Nous passons tous dans le même système qui nous écrase et qui fait de nous des farines. La seule solution, c'est de changer de machine. On ne peut pas avoir commandé un tamis et avoir une machine qui ne tamise pas mais qui écrase. On a changé le sens des mots au Cameroun. Ce qu'on appelle république, en réalité, ne renvoie à rien. Ce n'est plus la chose publique. Parce que si c'était la chose publique, on aurait même peur. On aurait peur que cette chose publique se gâte, parlons trivialement, entre ses mains, quand on est un responsable public. Je n'ai pas l'âge de quelqu'un qui peut avoir connu le régime du feu le président Amadou Ahidjo. Je suis né longtemps après qu'il ait quitté le pouvoir. Mais nos aînés nous ont tellement parlé de ce système-là en comparaison avec celui-ci, que parfois, nous sommes, nous autres, qui ne l'avons pas connu, un peu nostalgiques d'une époque que nous n'avons pas connue. Parce qu'on nous rappelle toujours que cela ne pouvait pas se faire à l'époque d'Ahidjo. On nous rappelle toujours ça. Les aînés nous disent toujours, ce qu'on voit aujourd'hui, on ne pouvait pas faire ça à l'époque d'Ahidjo. On nous a dit que monsieur le président, le feu président Ahidjo, surveillait lui-même les chantiers. Ça lui arrivait de manière banalisée de débarquer sur un chantier. Il y a des policiers qui le croisaient à un contrôle de police et ne se rendaient compte qu'ils viennent d'avoir affaire au président de la République que lorsqu'il était déjà parti. C'est un style. C'est un style qui faisait que, même si on peut lui reprocher tout ce qu'on sait notamment sur le plan des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme, on doit pouvoir, au minimum par honnêteté intellectuelle, lui reconnaître un certain leadership, un certain style de gouvernance qui pouvait être appréciable. En tout cas, on voit les résultats. Donc, on en sort comment? On remet à qui de droit sa victoire volée en 2018, parce que nous savons que le Cameroun n'est pas fait que du voisin du docteur Fridolanké et des oncles du professeur Messanga Nyamding qui le torture. Le Cameroun est fait de, aujourd'hui, à peu près 30 millions de Camerounais, parmi lesquels quelques-uns, et j'espère la majorité, qui a gardé le sens du patriotisme. Je crois savoir que les Camerounais, en tout cas c'est une conviction profonde, les Camerounais sont quand même assez patriotes. Surtout pour ceux qui ont eu la chance de voir autre chose que ce qu'on leur a servi 40 ans durant environ. Alors, ils ont à cœur de ramener le Cameroun sur des sentiers normaux. Parce que ce que nous vivons, c'est la normalité érigée en règle. Le collègue du docteur Fridolin qui utilisait une formule pour dire que nous avons écarté la norme et normaliser l'écart, c'est le professeur Mulondiana. Donc, la solution, c'est de balayer
ce système qui produit les gré à gré à tous les niveaux possibles et imaginables de la société, qui n'est pas capable d'organiser, tenez, un examen officiel, comme le probatoire, comme le bac, sur l'ensemble du territoire du Cameroun. On n'en est pas capable aujourd'hui. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand nous regardons parfois comment les examens se déroulent à l'université, je me souviens de mémoire d'étudiants que parfois c'est le jour de l'examen, parce qu'on est déjà en salle et qu'on attend l'épreuve depuis un certain temps, que du temps de mon doyen bien-aimé à l'université de Tchang, à la faculté de droit, que le doyen arrive en salle et on met le sujet au tableau. Parfois, on vous dit que oui, on a fait ça parce que l'eau a coulé. Oui. Et qu'on ne peut plus utiliser le progressier, etc. Donc, je termine, je chute en disant simplement que les Camerounais doivent se rendre compte, comme dans le cas de la lutte contre la Covid, qu'ils doivent leur survie à leurs propres moyens. Et que c'est à eux de s'organiser en tant que peuple pour faire face à cet état de décrépitude avancée dans laquelle la société vit. Il se détricote chaque jour sous nos yeux. Professeur, vous comprenez pourquoi je la parole maintenant. On a évoqué... Non, vous êtes le maître du plateau. Oui, on a parlé des examens officiels tout à l'heure. On voit très bien la cacophonie entretenue autour de cet examen officiel et le docteur Nkey a insisté sur une sorte de volonté manifeste d'entretenir l'ignorance. On a observé avec la question des balises à l'aéroport de Douala, avec la perturbation des vols que cela a entraîné, le sentiment qu'on a, c'est qu'en mettant bout à bout tous ces éléments-là, on a le sentiment effectivement que ça renforce votre thèse sur le coup d'état scientifique. Est-ce que tous ceux-là font la volonté du président de la République? Vous savez, c'est en 2004 que, inspiré par ce que nous avons appelé à l'époque la déstabilisation du régime par ses propres enfants, c'est-à-dire les enfants du renouveau, ceux qui prétendaient être à côté du président, nous avons compris qu'il y avait un décalage entre les actes que certains collaborateurs du président posaient et la prescription présidentielle. Et nous avons donc dit qu'il y avait évidemment un coup d'état scientifique qui tentait, dès 2004, à montrer que, certains veulent que le président soit discrédité. On voit sur certains points qu'ils ont atteint leur objectif. Et puis deux, même lorsque vous étiez en position de pouvoir ou de décision, parce que vous allez voir que tous ces gens qui bénéficient des décrets contrôlent chacun dans son champ social, semi-autonome, puisque les champs sont maintenant semi-autonomes. Ça veut dire que vous jouissez d'un décret, mais vous ne vous référez pas au président de la République, mais vous avez toujours quelqu'un qui vous montre et qui vous rappelle que ce décret du président de la République vient de moi. C'est que nos amis d'opposition ont appelé la gouvernance par procuration et le coup d'état administratif. Voilà, administratif. Bon, et vous allez voir qu'ils ont mis en place un système pervers et criminel qui consiste à dire que, tiens, tu critiques le décret du président. Bon, concernant, par exemple, ils ont fait des notes à l'effet de dire que je conteste les personnes désignées par le président. Lorsque, je ne vais pas ici défendre certains, le président de la République forcément, mais certains opposants, comme celui que je connais, qui est conseiller technique chargé des affaires économiques à la présidence, qui traitait le président à Strasbourg de mademoiselle, et qui occupe des fonctions de décision et de pouvoir, et lorsqu'ils sont promus, ce monsieur qui nous a combattu, qui a insulté Paul Biya à Strasbourg, c'est connu, aujourd'hui, on vient vous dire que on va dire au président, me concernant par exemple, qu'il critique les personnes nommées par le président. Tu comprends, non? Alors, vous voyez que ces gens ne rendent pas compte au chef de l'État. Moi, je l'ai par exemple vu à l'université dans mon cas. Par moment, dans certains échanges avec ma hiérarchie, on ne me disait pas que c'est Paul Biya. On me disait que l'homme qui m'a nommé ici, vous vous rendez compte, vous jouissez du décret présidentiel. Mais vous dites que l'homme qui m'a nommé, mais en off, les gens le confirment, mais publiquement, en privé, ils le confirment, pardon, et publiquement, ils renient et on vous parle du décret présidentiel. Alors que ces gens eux-mêmes
ont apporté la preuve que ces décrets sont parfois opérés par procuration. Leur objectif de coup d'état scientifique, c'est ça, est atteint. C'est-à-dire que vous êtes nommé, vous êtes à un poste, mais dans votre tête, on vous précise bien que c'est tel ou tel qui vous a proposé au président de la République. Ramenez donc à votre question sur les examens. Mais comment ne pas faire une transition? Comment faire une transition sans revenir sur ce que j'ai appelé, comme j'ai fait un peu de mathématiques, j'ai appelé U sur D. Non, H sur D égale fonction de pouvoir FP. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. U sur D. U là, c'est humiliation. Sur domination égale fonction de pouvoir. Oui, H, pardon, excusez-moi, je disais H. Est-ce que j'ai dit H sur D égale H sur D, c'était bien H, H sur D, D c'est domination, égale fonction de pouvoir. Ça veut dire que quand vous avez été victime du H, donc de l'humiliation, celui qui vous domine, vous contrôle, on vous donne une fonction de pouvoir et de décision. Est-ce que cela s'applique? Regardez. Oui, je vous relance. Oui. Est-ce que cela s'applique dans l'actualité marquée ces derniers 24 heures ou 48 heures par le report ou l'annulation de la publication du rapport définitif d'audit sur le Covid-Gate? Est-ce que vous faites le lien? Avec le temps qui nous est imparti, je voudrais d'abord insister que le H, le grand H là, est sur D. Si vous voulez comprendre tout ce qui se passe après, commencez par bien comprendre que le H, humiliation, sur D, l'humiliation, domination, plus la domination, vous confère une fonction de pouvoir et de décision. Et c'est ce qui est à l'origine. Mais de ce que nous venons de vivre avec cette jeune fille. Vous comprenez? Ça veut dire que nous allons donc, contrairement par contre à ce que mes contradicteurs ont dit ici, ce n'est pas ce que le président nous a prescrit. Quand mon jeune oncle, effectivement maternel, pour qui j'ai beaucoup d'estime, hein, le professeur Inke, évoque... Je suis encore docteur, je ne sais pas comment... Non, je sais pas comme le cas qui dit que... Non, permettez-moi, cher oncle, oui. Moi je suis un enseignant de la Sorbonne, où j'ai exercé pendant des années. C'est au Cameroun où on dit docteur, professeur. Okay. Dans les universités françaises, où j'ai exercé pendant des années, professeur, il y a même les professeurs de lycée et de collège. Ça encore, c'est une africanité. Où on appelle les autres docteurs, où on appelle les autres professeurs. Alors, pour ne pas permettez-moi, dans cette parenthèse, je voudrais préciser à tous ceux qui m'écoutent, le professeur de grade existe, mais le professeur est d'abord un enseignant. Okay. Il y a même des professeurs et lycées, des lycées et des collèges en France. Donc quand je dis professeur, je ne me suis pas trompé. Okay. D'accord. Bon, alors pour terminer donc, vous ramener à votre question, vous allez donc voir que le président nous a proposé le renouveau. Et en tant qu'enseignant de sciences politiques, j'ai toujours dit aux étudiants en amphi que la politique, un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Alors lorsque moi, on me dit rigueur, on me dit moralisation, pour ne rester que sur ces deux piliers, pourquoi voulez-vous que je parte d'un parti? Je dois mener un combat contre ceux qui violent ces valeurs. Ramenez donc maintenant à l'école, vous voyez donc que tout a foutu le camp. Il n'y a plus vraiment de programmation. Qu'est-ce que vous pouvez attendre aujourd'hui? Lorsque moi j'ai des parents proviseurs et des amis qui me disent qu'ils ont donné de l'argent pour être proviseurs. C'est ça. Ce sont des valeurs. Les gens aujourd'hui ont mis de côté ceux qui ne sont pas sur H, sur D, pour que vous obtenez une fonction de pouvoir et de décision. Si vous ne donnez pas, certaines choses que je préfère ne pas dire ici. Je ne viens pas ici, et ce que je peux peut-être... J'appelle l'attention de Maître Ndjéwo sur un truc. Quand on est sur un plateau, nous devons être mesurés et sortir parfois dans nos partis politiques. Là où vous, du MRC, vous pêchez, quelles que soient vos qualités et vos talents, comme c'est le cas avec vous, moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je vous admire beaucoup dans le débat. Mais vous avez le petit défaut des gars du MRC, et vous vous enfermez toujours dans des particularismes qui font qu'à un moment donné, vous contribuez à la division sociale de la société où on oppose toujours vieux et jeunes, femmes et hommes, opposition et pouvoir. On doit dépasser ça. La maturité politique pour moi aujourd'hui voudrait que je reconnaisse, effectivement je prends position. Je suis de ceux qui pensent que mon frère Foguet c'est mon ami intime.
Je pense qu'il n'a plus rien, il n'a rien à faire en prison. C'est un avis personnel. Donc je ne viens pas vous porter la casquette du RDPC ou de X ou de Y pour le dire, parce qu'en termes de valeur, les crimes que certaines personnes qui ont fait Covid-Gate ont posé, un pays où on entend un premier ministre, alors justement, un pays où certaines personnes aujourd'hui qui occupent encore des fonctions de pouvoir et de décision vont en fonction devant le juge. Justement, sur ce Moi qui sujet, soutiens Paul Biya, attendez, il faut que je sois c'est clair. vrai, tout à fait. Paul Biya demeure mon maître politique. Je reste militant du RDPC. Mais sauf que je suis contre 80% des militants de base du RDPC en marge des fonctions de pouvoir et de décision. Vous avez aujourd'hui la société politique et la société administrative qui dominent. Mais maître, mon cher ami, vous pour qui j'ai tant d'affection, regardez vos qualités d'avocat. Où avez-vous un pays où vous êtes un homme politique, vous contribuez à la victoire d'un chef et c'est un fonctionnaire qui vous commande, comme c'est mon cas aujourd'hui. L'homme qui me menace à côté du chef de l'État, c'est un fonctionnaire. Sur le Vous sujet, connaissez un seul pays au monde où un fonctionnaire a le dessus sur un homme politique qui contribue au pouvoir? C'est ce qu'il faut dénoncer. C'est pourquoi je disais, Moussa, Docteur, il faut donc partir là. Parce que c'est peut-être ton départ qui va permettre que ces gens-là comprennent. Ils exagèrent en fait, c'est ça que je veux dire. Alors, il faut sortir. en voyant donc pour ceux qui s'engagent je dans vous la en parole prie. la garder, sur cette affaire Covid-Gate, beaucoup attendaient donc ce rapport d'audit qui, de sources sûres, est bouclé au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le rapport était attendu à l'Assemblée nationale. À la dernière minute, on a lu un communiqué du secrétaire de l'Assemblée nationale qui annule donc cette publication du rapport à l'Assemblée nationale. Ça vous suggère quel commentaire? Ça me suggère un commentaire de sécurité et de stabilité de l'État. Non. Permettez-moi, non, c'est mon avis modeste. Vous allez Je suis me démontrer. contre ça. Permettez-moi de vous dire pourquoi, mon très cher estimé oncle et professeur. Oncle maternel. Je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'en 2018, je me suis engagé à soutenir le chef de l'État, c'était pour deux choses. Un, Paul Biya, pour moi, ne pouvait pas partir et laisser le pays dans une instabilité avec la guerre du Nozo. Moi, j'ai des raisons de soutien. Deuxièmement, le président Paul Biya a programmé une CAN. Même si je reconnais que les étapes ont été foireux. Hein, vous comprenez? Il y a des étapes qu'on ne peut pas accepter. Une CAN foireuse. Qui a glissé. Qui a glissé. Et qui risque Et qui va se faire, mais on nous dira combien ça a coûté. Donc j'ai un motif de soutien. À partir de là, je voudrais être clair. Donc, de votre point de vue, Je suis là où je suis. l'annulation de ce rapport, Bien, c'est voilà. dans le sens de la Pour protection moi, de la République. Quand vous constatez dans un pays où des ministres en fonction sont devant des juges, le premier ministre devant des juges, moi j'ai tremblé. Je vous assure, cette affaire, j'ai eu peur. Mais alors très peur, et je me suis dit, mon Dieu, si on sort un deuxième rapport, et ces gars sont en fonction, est-ce que vous ne voyez pas que non seulement il y aura l'humiliation, mais il y aura une insécurité et le gouvernement sera bloqué. Lorsque j'ai appris, je termine là, mon cher, tu commences à bien me comprendre, Bien sûr. que il y a un deuxième rapport. En tant que chef traditionnel, j'ai prié. En tant que chrétien aussi, j'ai dit, mon Dieu, pourvu qu'on ne publie pas ça parce qu'ils sont encore en fonction, l'État va imploser. C'est mon avis. Très bien. Alors, Et à partir de là, je comprends. On a ici un éminent jeune avocat, brillant. À partir du moment où il y a les tribunaux se sont saisis de cela, le TCS, je vous assure, prenons notre mal en patience. Parce que publier cette affaire aurait été un scandale de plus face à un monde qui allait dire voilà des voleurs qui sont en fonction. Très bien, professeur. Qu'est-ce qu'il faut en faire? On a C'est la parole. pourquoi j'ai soutenu, au moins sur ce point bien précis, Oui, qu'on garde que le le rapport rapport ne soit pas publié. Ce n'est pas votre avis, docteur Nké? Non. Vraiment, je te dis, il faut partir de là. Non, j'insiste avec beaucoup de respect. Vraiment, tu es brillant, vraiment, tu es d'abord sympathique. Donc, tu n'es pas à être avec des loups. Des grands méchants loups. Oui, voilà, tu es d'accord avec moi que tu dois partir, non? Non, pas partir. Il faut se battre dedans jusqu'au bout. Je vais intervenir Sur la question sur du cette rapport, question on du n'avait pas rapport. publié, oui. Moi, j'ai fait 2 lectures. L'anecdote, c'est que quand je vais reprendre,
Quand un jour je suis parti, j'ai sollicité l'entretien avec l'un des grands là. Il dit moi tu achètes mon livre et que tu lises parce que tu es trop repu. Je l'ai. Non, j'ai dit un de ces gars là. Ah d'accord. Alors, un des gens avec qui tu es là malgré toi. Bon, alors, il m'a dit, il y a un gouvernement qui est en route. Et je lui ai dit non, moi je suis pas content. Je veux. Je lui ai demandé une faveur par rapport à mon livre. Je ne vais pas donner le nom de la personne. Il m'a dit non, petit frère, je t'admire beaucoup. Qui sait? Peut-être c'est toi qui seras même ministre de la communication. Moi, je viens de parler d'un truc qui me tient à cœur et je veux faire la promotion de ça. Et je devais vous donner davantage de détails, vous risquez de savoir de qui il s'agit. Tu me parles des ministres, on me nomme même, je refuse. Parce qu'on peut travailler avec des gens comme ça. Bon, alors, c'est pas la première fois que je le dis. Je vous dis donc que j'ai deux explications par rapport à cette affaire. Je ne suis pas d'accord avec mon cher Moussanga. Parce que, premièrement, j'ai l'impression que mon voisin, quand on parle comme ça, il sourit. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont très sud au gouvernement. Donc, je tends davantage vers l'hypothèse qu'ils sont trop sud et, bon, même le rapport, même bon, c'est pas important. Le peuple va faire quoi? On va faire quoi? J'ai l'impression que ça se passe. Mais je dois rappeler à mon voisin. Je dois lui rappeler ces mots de la Bible. C'est pas moi, le voisin. Non, mon voisin qui nomme ces gens-là. Maître politique. Voilà. Je dois lui rappeler cette histoire de la Bible, de Josué. Lorsqu'il partait, Josué, c'était le grand capitaine des Hébreux, celui qui a remplacé Moïse avec sur le chemin de l'Exode. Voilà, qui devait conquérir la terre. Lorsqu'il arrive, il faut qu'on le rappelle ça parce que mon voisin était un grand chrétien. Et il faut qu'il comprenne ça. Il ne faut pas qu'il sourit quand on parle comme ça. Parce que nous sommes comme des prophètes révoltés. Un penseur, un intellectuel, un philosophe est comme un prophète de temps anciens qui est révolté. Et il faut qu'il comprenne ce message de la Bible de Josué. Et quand j'ai lu ça l'autre jour, j'ai pensé à mon voisin. Je voulais lui dire que le Seigneur a dit à Josué, fais un tour autour des murailles. Le roi est très sûr de lui. Il va se mettre à rire. Et le roi, effectivement, s'est mis à rire. Lorsque le clairon de la liberté arrive, il s'est mis à rire. Deuxième tour, ils sont mis à rire. Troisième tour, les femmes sont mis à cracher même sur la barque. Et, curieusement, à la 7e fois, les murailles sont tombées. Et on a vu le 6 avril, premier tour. On a vu les années de braise, deuxième tour de la barque. Ouais. On a vu les émeutes de la faim, troisième tour. 2008. On a vu la guerre au Nozo, quatrième tour. On a vu Boko Haram, on a même vu ce scandale de la Covid. Donc, scandale de la Cannes, cinquième tour. Scandale de la Covid, sixième tour. Et vous avez sauté le scandale des investissements, c'est-à-dire les barrages. Voilà. Il a eu voilà. Donc il a déjà eu la chance. Dieu lui a donné beaucoup de chance à mon voisin. Il faut qu'il comprenne qu'un pays ne se gouverne pas par la haine et la violence. Et il faut qu'il dise ça. N'oubliez pas HUD, voilà. L'humiliation et la domination. Il faut donc quitter. Donc, je voulais dire que pour moi la première hypothèse c'est ça. La deuxième hypothèse c'est que, et là, on ne perd jamais espoir quand on est un citoyen patriote. J'ai espoir quand même qu'à la fin du temps, il va nous dégager tous ces gens. Tous ces industriels. Ça me rejoint. Il va le faire. L'espoir est de peut-être de 2%. Il va nous faire débarrasser de tous ces industriels de la guerre, ces industriels des cadavres, ces industriels de la mendicité, ces industriels, tout cela. J'espère. Mais je dois dire, on ne peut pas seulement, on ne peut pas seulement vivre de cet espoir. Je dois dire au peuple camerounais, au peuple d'Afrique, que un peuple est capable d'arrêter même le soleil et la lune. C'est notre combat que nous devons faire. Okay. Il faut qu'ils comprennent ça. Et surtout, je reviens à mon voisin. Il a encore temps. Il va le faire. Maître Roland Diou, sur cette affaire de Covid-Gate là, il y a deux positions contradictoires sur ce plateau. Le professeur Besanga qui estime qu'il faut protéger la République parce que la publication de ce rapport mettra en mal un certain nombre de personnalités qui occupent des fonctions importantes dans le sérail de l'État. Le docteur Nkei soutient que ce n'est pas le cas. Quel est votre avis sur le sujet? Moi, j'ai une troisième perception, c'est de me poser la question de savoir que dit
le Parlement dans tout ça. C'est quand même un des pouvoirs de l'État. Ah oui. On l'invite comme à une réception et on lui dit qu'il n'y a pas le menu. Et il rentre. Il dit, bon, ça va, on m'a invité, mais il n'y avait rien à manger. Et tout se passe bien. Non, c'est un pouvoir qui ne devait pas simplement attendre qu'on vienne lui présenter un rapport concocté, fût-ce par la Chambre des comptes. C'est un pouvoir qui a les moyens, y compris les moyens financiers et les pouvoirs constitutionnels de l'État, ne serait-ce que pour exiger que ce rapport lui soit communiqué, à défaut de l'avoir fait lui-même, ou en tout cas à défaut d'avoir fait lui-même son propre rapport, sa propre investigation. Oui. Mais nous sommes dans le bal des hors-sujets permanents, dans lequel on nous embarque, on nous dit, il y a une cérémonie à l'Assemblée nationale où il est prévu qu'on présente le rapport de la Chambre des comptes. Et puis après on nous dit, bon écoutez, pour protéger je ne sais pas qui, il vaut mieux que l'on ne le présente plus. Non, ça n'a aucun sens quand on est en République. Ça n'a aucun sens pour ce que veut dire la République. Encore une fois, je rappelle que cela nous est venu de l'autre côté. La res publica, la chose publique. Ce rapport n'est pas pour la Chambre des comptes, Monsieur Fangwa. Ce rapport n'est même pas pour l'Assemblée nationale. Oui, professeur Moussanga. Oui, ce rapport, c'est pour nous. C'est pour nous, le public. C'est notre chose à nous. Nous, le public. Nous, pour qui ces gens travaillent. Rappelons à l'attention de nos téléspectateurs que ce sont nos employés. Oui. Votre employé ne peut pas faire un travail et vous dit quand est-ce qu'il va vous présenter le bilan. Ce n'est pas lui qui décide de ça. Mais de sources sûres, ce rapport était prêt et les responsables de la Chambre des comptes étaient préparés à venir présenter cela. Est-ce que finalement, le pouvoir judiciaire n'est pas un tout petit peu mis entre parenthèses? L'aristocratie, pour rappeler à nouveau l'époque du brillant professeur Mathias Eric Onangini, la gouvernance du mystère. Il faut que je sois au même niveau d'information qu'un Duval Fangwa pour avoir de sources sur l'information selon laquelle le rapport était prêt. Alors, ceux des Camerounais qui n'ont pas le même niveau d'information, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de l'information publique selon laquelle on ne le présentera plus. Mais pour en faire quoi si on avait ce rapport, alors que la justice tient les choses en main? Professeur, et les gens iront en prison. Professeur, je vous en prie. Je sais que vous savez ce à quoi sert la Chambre des comptes. Je sais. Et vous savez qu'il y a une certaine différence entre cette Chambre des comptes et par exemple le tribunal criminel spécial. Vous savez que... Il y a 3 chambres à la Cour suprême. Vous savez donc que le rapport de la Chambre des comptes n'est pas obligé de mettre seulement à l'index les potentielles infractions à la loi pénale et donc les infracteurs. Elle peut aussi souligner des fautes de gestion qui, lorsqu'elles sont commises de bonne foi, ne donnent pas nécessairement lieu à des poursuites pénales. Nous sommes d'accord. La théorie. Mais ça servira à quoi? Professeur. D'ailleurs, au moment où des ministres doivent ir en prison. Certains ministres iront en prison. Je vous prie de me laisser aller jusqu'au bout de mon analyse. Pardonnez-moi. Pourquoi donc? Moi, j'ai eu peur pour qui la République brûle. Ça veut dire, monsieur le professeur, avec tout le respect, que vous avez érigé une norme supérieure à la norme fondamentale. Ce que vous pourriez appeler la raison d'État. Raison d'État. Pour vous, je suis d'accord avec vous. Vous m'avez bien compris. Et le vrai débat, cher professeur, c'est qui décide de ça? Les voisins de M. Nké? Le voisin. Le voisin de M. Nké, lorsqu'il décide qu'une question relève de la raison d'État, ça peut être pour son bon vouloir. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans l'art permanent du hors-sujet. Parce que lorsque nous sommes en République, on s'en tient à la règle de droit. La Chambre des comptes n'est pas une émanation du néant. Ce n'est pas ex nihilo, c'est bien un texte de loi. Nous sommes d'accord. Donc, si c'est prévu que le rapport de la Chambre des comptes doit être publié, qu'il le soit, point à la ligne. Si c'est prévu que le Parlement puisse investiguer, convoquer même, entendre, qu'il le fasse, point à la ligne. La raison d'État se gérera autrement. Le pouvoir discrétionnaire dont certains usent et parfois abusent sert justement à gérer ses après et non pas de créer l'omerta, la mystocratie.
Parce que justement, quand on fait ça, on renvoie la règle de droit au calendre grec. On ne peut donc plus dire qu'on est dans un état de droit. Et dès lors qu'on n'est plus dans un état de droit, convoquer la loi, même lorsqu'on pense avoir raison, devient simplement du hors-sujet. Puisqu'on ne respecte pas soi-même la loi, la règle de droit qui est censée s'imposer à nous tous. Je termine simplement en disant que parfois on fait des débats et les Camerounais ont l'impression que c'est pour meubler leur dimanche. Mais il faut qu'ils sachent que nous sommes très sérieux dans ce que nous disons. Nous pensons que c'est à force de rappeler à ces 80% des Camerounais, ou alors à ces 80% de ce qu'il faut faire, en plus de 22% de l'espoir qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être informé de ce que nous ramons vraiment à côté de la plaque en permanence dans ce pays. On marche littéralement sur la tête. Il faut le dire aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que nous avons, les amis du professeur Messanga Niamding, nous ont habitués à avoir pour norme de marcher tellement sur la tête que lorsqu'on veut marcher sur ses deux pieds, on est considéré comme un ovni, comme un extraterrestre. Je termine simplement en disant que, monsieur le professeur, vous qui êtes si inquiet que cela, que évidemment, qu'éventuellement la République explose à cause des personnes qui seraient impliquées. Oui. Je pense qu'il ne manque plus que 2 personnes à Kondengui. Il y a déjà presque un gouvernement complet là-bas. Oui, oui. Donc, je ne crois même pas qu'il manque 2 personnes. Il manque une seule personne. Il y a un premier ministre à Kondengui. Il y a plusieurs secrétaires généraux de la présidence. Il y a plusieurs ministres. Il y a même des ministres de la Défense. Il ne manque que celui qui est censé nommer tout ce beau monde-là. Et il est possible que ce soit votre voisin, cher professeur. Alors, Edmond Kamgia, on va sortir de l'émission par un sujet qui a également retenu l'attention des uns des autres cette semaine. Il s'agit de la décision prise par la Cour d'assises d'Abidjan qui condamne Guillaume Soro à la prison à perpétuité. Une décision qui intervient quelques heures seulement après le retour triomphal de Laurent Gbagbo. Blé Goudé, interrogé, a réagi sur cette question, a indiqué, je vais reprendre exactement les termes qu'il a employés, c'est une leçon de vie, une grande leçon de vie, tout est dynamique, toute réalité politique est une denrée périssable. Effectivement, c'est ce que Charles Blé Goudé a répondu lorsqu'il a été interrogé sur la décision qui a été prise, n'est-ce pas, par la justice ivoirienne concernant le cas Soro. Il a dit tout est dynamique et la réalité politique est une denrée périssable. Cela signifie quoi? Et que c'est une grande leçon de vie. Cela signifie au moins 2 choses. La première, c'est que Charles Blé Goudé rappelle à ceux qui l'écoutent, aux Ivoiriens, comme aux Africains, comme à tous ceux qui l'écoutent dans le monde, notamment c'était à TVSA, que Guillaume Soro, qui est dans la position actuelle en exil, a été hier au pouvoir, a exercé le pouvoir réel. Il a été Premier ministre du président Laurent Gbagbo, il a été Premier ministre d'Alassane Ouattara, Premier ministre, ministre de la Défense. Cumulativement ministre de la Défense, et il avait même sa frange des anciennes des forces nouvelles qui se retrouvaient dans l'armée, y compris le chef d'état-major de l'époque, qui avait investi pratiquement l'armée ivoirienne. Il a même été, avant de se retrouver en exil, président de l'Assemblée nationale. Le seul poste qui lui restait, c'est la présidence de la République, pour laquelle il souhaitait compétir, mais il n'a pas pu compétir parce qu'il se retrouvait dans une situation où son allié d'hier ne souhaitait plus le voir à ses côtés. Donc, Charles Blé Goudé, en fait, s'adresse d'abord à Soro. Hier, tu avais le pouvoir, aujourd'hui, tu ne l'as plus. Mais tire donc les leçons. L'homme que tu as fait roi t'empêche de le remplacer. Maintenant, et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que cette décision survient après le retour à Abidjan du président Laurent Gbagbo, qui hier avait été transféré à la CPI par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, en complicité avec Soro. Mais qui est le dindon de la farce finalement? C'est une grande leçon de vie. Donc, en fait, c'est en même temps une interpellation pour les hommes politiques qui croient qu'aujourd'hui, et ça parle beaucoup au Cameroun,
ceux qui sont dans les sphères du pouvoir. Oublie demain. Tout à l'heure, on rappelait qu'il y a au moins 4 anciens secrétaires généraux de la présidence en Kondengui. De plusieurs membres du Il y a eu plusieurs membres du gouvernement, des ministres, des anciens ministres d'État. Il y a même eu tout un premier ministre. Mais ceux qui sont aujourd'hui en fonction, Oublie cela. oublie que demain ils peuvent se retrouver en Kondengui. Ils peuvent se retrouver dans les liens de la prévention. Et ce n'est pas exclu avec le Covid-19. C'est pour dire qu'en réalité, c'est un message qui s'adresse aussi aux magistrats qui éprouvent du plaisir de manière systématique, non seulement ceux des tribunaux de droit commun, mais particulièrement ceux des tribunaux militaires qui s'acharnent sur les marcheurs pacifiques. Oui. Demain, ils ne seront pas magistrats à pétain, ils iront en retraite. Ils seront des simples justiciables. Qui sait si demain ils ne se retrouveront pas, eux aussi, dans les liens de la prévention. Donc, qu'ils fassent attention. Très bien. La parole pour ça avant de revenir à Maître Roland Diéhou. Toute réalité politique est une denrée périssable. Moi, je pense que ça s'adresse d'abord à ceux qui nous gouvernent au Cameroun, mes camarades politiques. Ouais, si moi, je me suis détaché de ce qu'on appelle de manière triviale, c'est-à-dire dans les quartiers, la commune, c'est parce que je sais que demain, les gouvernants d'aujourd'hui peuvent être les opposants de demain. Oui. Et j'ai amené mes camarades politiques depuis 30 ans, 35 ans, à comprendre que quand vous êtes au pouvoir, ne faites pas aux autres ce que certains vous font. Ces membres du gouvernement, je vous prends mon cas, moi qui suis aujourd'hui illégalement envoyé à Garoua. Les gens qui m'ont fait ça ont des enfants. Ils ont des cousins, ils ont des parents. Je pose une seule question. Est-ce qu'ils aimeraient demain que de manière illégale, pas légale, on envoie leurs enfants de manière violente dans les mêmes conditions? Et de deux, je reviens et je chute là-dessus au regard du temps qui nous est imparti. Certains ont la mémoire courte. Regardez comment l'Afrique fonctionne aujourd'hui. Je dis qu'il faut repenser l'État africain néocolonial. Quand vous prenez tous les États africains, il y a un fait que nous avons en partage. La plupart des anciens présidents sont en prison ou sont jugés. Les anciens dirigeants, regardez, quand vous prenez le Burkina Faso, l'ancien président est en fuite. Quand vous prenez le Tchad, l'ancien président a été jugé. Quand vous prenez le Tchad, l'ancien président a été jugé. Quand vous prenez la République centrafricaine, Bokassa a été jugé. Bozizé. Quand vous remontez un peu partout, Bokassa est Bozizé. Quand vous prenez même... Le Tchad, Hissène Habré est jugé, mais... Et maître, j'appelle aussi votre attention sur le fait que lorsque ces gens qui nous gouvernent ne sont pas jugés, ce sont leurs parents ou enfants. Regardez l'Angola. Aujourd'hui, oui, avec Isabelle dos Santos. Alors quand vous êtes au pouvoir, retenez que vous n'êtes pas éternel. Oui. Vous n'êtes pas éternel. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il faut terminer. Et je chute là-dessus. Qu'avec tout ce que certains camarades politiques, vraiment huppés dans des bureaux que j'ai bien connus, je ne vous cache pas, le ministre d'État Tanamebara était un ami, même s'il est parti, il ne m'a rien donné, je ne suis pas attaché aux gens pour des postes. Quand je pense aujourd'hui que Atanamebara est en prison, Marafa est en prison, j'ai l'impression que ceux qui sont eux-mêmes là, à la porte de Kondengui, mais je crois que certains se disent qu'ils ne vont pas être arrêtés, mais qu'ils comprennent que s'ils résistent, imaginons un temps soit peu que le président Paul Biya ne soit plus là, ils seront attrapés par les mains et ils vont comprendre que gouverner c'est prévoir, et prévoir c'est privilégier deux choses. Un, la discipline, de l'ordre, entendu comme la justice. Très bien. Maître Roland Diéhou, au finish, la roue tourne. Hein? Au finish, la roue tourne, et elle tourne toujours, devrais-je dire, elle tourne toujours. Moi, ce qui retient mon attention dans la situation ivoirienne de Guillaume Soro, au-delà de ce que l'on peut dire de Guillaume Soro lui-même, parce qu'il faut noter que c'est sous le gouvernement Soro et Ouattara que la justice a d'une certaine manière été instrumentalisée pour écarter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. De mon point de vue, davantage Charles Blé Goudé d'ailleurs que Laurent Gbagbo, qui est de la même génération que Guillaume Soro, qui a été leader étudiant avec lui. Aujourd'hui, il fait l'objet, il est la victime de la même instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques.
Et la leçon donc que je tire, c'est que le Cameroun du maître politique de monsieur le professeur Messanga Nyamding est passé maître et expert dans l'art de l'instrumentalisation de la justice et singulièrement de la justice militaire à des fins politiques. Si on parle du bâtonnier Yondo Black en dans les années 90, à Maurice Kamto et les marches du 22 septembre, nous avons là des cas et des cas qui se répètent de la justice qui est utilisée, en commençant même d'ailleurs par Ernest Mwandi, etc., de la justice qui est utilisée par les tenants du pouvoir pour régler des comptes à des adversaires politiques sur un terrain qui est tout sauf celui de la démocratie. On est tenu par l'impératif du temps. Docteur un dernier mot, moi je voulais dire aux Camerounais de sortir de l'humiliation, de ne pas suivre le professeur Messanga Nyamding dans sa peur, de ne pas avoir peur. Je voulais dire aussi aux Camerounais que ma colère contre la situation de mon neveu s'explique par le fait que je sais que dans l'histoire, dans le panthéon de l'histoire de notre pays, il sera bien garni par sa présence. Je voulais aussi dire que en sortant par rapport à la crise ivoirienne, bon, bien évidemment, moi j'ai fait beaucoup de guerre en Belgique pour soutenir le président Ouattara. J'étais là-bas et j'étais en guerre contre les gens comme le professeur Nyamsi qui prétendait être un grand patriote, mais un panafricain. Bon, alors il faut faire attention, il faut être constant dans les convictions. Alors, une dernière chose pour dire à mon voisin, j'insiste sur mon voisin, que s'il part avec l'héritage de ce que nous voyons nos jours, vraiment, il doit trahir le peuple. Pourtant, il nous avait promis qu'il ne faillira point. Alors, je vais terminer par cette petite citation qui est dans mon livre. Et j'invite tous les Camerounais. D'ailleurs, exceptionnellement aujourd'hui, je vais laisser ce livre à 10 000 francs, en accord avec vous pouvez venir là, je vais faire la dédicace. Je vais terminer par ce mot de Nietzsche, car où sont les tombes? Là seulement sont des résurrections. Le peuple va se réveiller et le peuple ne meurt jamais. Ayez confiance, ayez la foi et l'avenir est rayonnant. Je vous remercie. Merci, docteur Fridolin Nké, d'être venu sur ce plateau de droit des réponses. Vous êtes enseignant et philosophe. Merci au professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Je vous remercie sincèrement. Merci également à vous, maître Roland Diéou, d'être venu sur ce plateau. Suis honoré. Et merci, félicitations encore à Edmond Kamgia. Merci à toute la grande équipe. Merci. Merci à toute la grande équipe de la réalisation de la production de cette émission de droit des réponses dirigée par Georges Mitterrand-Dam. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.